faut quand même rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, un être humain, selon l'anthropologie, ne peut créer de lien qu'avec au maximum 150 personnes. Ça veut dire qu'en fait, le numérique crée une illusion qu'il est possible d'être plus entouré que ce que peut supporter le cerveau humain. Donc on a une projection qui est hypertrophiée par rapport à ce que la réalité peut satisfaire, et on fait ainsi sombrer l'individu dans un malheur constant parce qu'il y a une frustration permanente entre le fantasme créé par le numérique, donc ici du coup l'illusion de sociabilité indéfinie, et la réalité du terrain, c'est-à-dire en fait une franche solitude et une insatisfaction par rapport aux rapports sociaux qu'on entretient en fait dans le monde réel, parce que ce monde réel en fait ne correspond pas à l'attente que crée le numérique. Le numérique, c'est une réalité impalpable, désensualisée, c'est-à-dire dans laquelle nous ne faisons que peu l'usage de nos sens, et qui parvient pourtant à nous happer. Il crée un monde dans lequel les frontières ont été abolies, les désirs deviennent illimités, et l'instantanéité, la norme. Baptiste Detombe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié L'homme démantelé, comment le numérique consume nos existences aux éditions Artege. Vous êtes essayiste. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Ma volonté première, ça a vraiment été de dire qu'il fallait agir. Il fallait agir parce qu'aujourd'hui, il y a une transformation qui est générationnelle, un bouleversement qui est anthropologique et qui n'était pas assez en fait recensé. Alors il existe des livres qui en parlent, en matière de sciences cognitives par exemple avec Michel Desmurger, en matière de sociologie avec Gérald Bronner, et ça existait. Mais il n'y avait pas de livre qui faisait une synthèse en fait d'à quel point sur le plan structurel et à tous les plans, le numérique changeait nos vies. Donc ce que je propose à travers ce livre-là, c'est vraiment un voyage initiatique aussi dans l'homme démantelé. L'homme qui finalement a une vie qui a été constamment en pleine mutation du fait du numérique, de l'âge donc de l'enfance jusqu'à l'âge vénérable, l'âge adulte. Et donc en fait c'est vraiment ce passage, ce voyage, ce cheminement finalement à travers le numérique que je propose dans ce livre et qui pour moi était essentiel dans la mesure où beaucoup de monde vivent cela, mais sans savoir en fait quels mots poser sur leur réalité. Et donc l'objectif c'est vraiment de leur dire cette réalité-là, elle existe et on peut mettre des mots dessus pour mieux la combattre. Et c'est un peu véritablement le cri d'alerte que je veux lancer là aussi. Plus personnellement aussi, forcément, je suis une génération, donc année 2000, qui a connu quand même un monde pré-numérique, du moins pré-smartphone, qui déjà s'installait. Donc il n'y avait pas encore vraiment de réseaux sociaux très, très massifs qui s'imposaient aux autres, il n'y avait pas d'écran partout dans les rues, c'était pas encore vraiment cette époque-là. Ceci dit, j'ai quand même assisté du coup à l'arrivée progressive des réseaux sociaux et avec l'idée en fait que ce dernier devenait de plus en plus essentiel dans la vie sociale des jeunes générations. Et donc j'ai pu voir effectivement donc Facebook arriver bien avant 13 ans pour la plupart, Snapchat, Instagram aussi par la suite, et comprendre qu'en fait ceci allait jouer une place croissante dans nos vies et de manière très empirique en fait on commençait à voir aussi le référentiel culturel qui lui-même était largement basé sur des références purement virtuelles. Et je me suis dit mais il y a quand même quelque chose qui se joue, ne serait-ce que dans les transports en commun aussi, on voyait les regards se river sur des écrans et non plus sur les autres ou sur la vue qui passait en fait. Et donc en fait tout ce qui s'est produit là, c'était un changement, un bouleversement, et je me suis dit les mots n'ont pas encore tous été posés dessus. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous comme moi avons des petits frères et ça permet d'objectiver un peu ce découpage générationnel qui se radicalise avec le temps. C'est-à-dire que avant, on comptait des générations par 20 ans, 15 ans, etc. Et là, on est, alors stricto sensu, tous les deux dans la génération Z. Donc le découpage est parfois fait à partir de 95 ou 97. Mais on voit, avec les générations juste en dessous de nous, les découpages très importants qui ont lieu. Et vous expliquez notamment qu'une grande différence entre notre génération et celle de nos petits frères, donc moi je suis de 98, vous dites de 2000, c'est ça ? Oui. C'est la révolution du short, de l'extrait court, qui a tout changé. En quoi est-ce que ça a tout changé ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les mécanismes de perversion cognitive ont été progressivement déployés et améliorés au fil du temps. Il existe en fait un laboratoire à la Silicon Valley, c'est le Persuasive Technology Lab qui existe et qui en fait a pour mission première justement de réunir des psychologues, des chercheurs en sciences cognitives pour progressivement venir affiner ces outils qui vont rendre leur réseau complètement en fait addictif et rendre donc le public captif. Donc, je disais que finalement, nous sommes chanceux tous deux, parce que nous n'avons pas forcément vécu l'apothéose finalement des mécanismes de perversion cognitive, comme j'emploie ces termes-là généralement. Et donc, en cela, on a été entre guillemets préservés. On a encore pu vivre dans une civilisation du livre, dans les grandes lignes.
Pour ceux qui arrivent, l'enjeu est différent. Parce qu'en fait, le livre disparaît progressivement et la capacité à s'extraire de l'écran, elle diminue. Donc là, on a mentionné effectivement donc les vidéos courtes, qui sont un bon moyen effectivement de garder captif à travers en fait une occurrence des vidéos très rapides et donc des charges aussi dopamine très variables qui rendent forcément du coup l'application en fait indispensable. Donc ça, c'est TikTok, c'est le principe, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus en fait, de fil d'actualité qui existe, il y a seulement les vidéos courtes qui défilent. C'est un point important à mentionner. Tandis que Facebook encore ou Twitter ont toujours un fil d'actualité et même si Facebook a intégré les vidéos courtes, ça reste une option. Mm. Et ce qu'on observe, c'est que absolument tous les réseaux ont copié cette modalité TikTok. Instagram, il y a les réels, YouTube, il y a les shorts, Facebook, je les ai mentionnés. Donc on arrive dans un monde en fait où lorsqu'on voit un procédé qui fonctionne bien pour aliéner le consommateur ou l'utilisateur, selon le terme, mais en vérité c'est un consommateur, eh bien absolument toutes les applications vont le répliquer. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu de mal à me satisfaire de ceux qui veulent absolument schématiser et séquencer en fait les différents réseaux. Le fait est qu'ils vont tous reproduire les mêmes systèmes homogènes de contrôle de l'individu. C'est leur objectif en fait. Ils veulent pressurer l'attention. Donc à vrai dire, si tant est qu'un réseau est vraiment révolutionnaire et qu'il met en place un mécanisme cognitif nouveau, un fonctionnement nouveau, ça ne durera pas si ça fonctionne. Ça fonctionne, les autres vont pouvoir le répliquer pour justement résister à la concurrence. Donc il y a vraiment comme cela un effet en fait d'amplification permanente qui existe aujourd'hui et qui arrive selon moi à un point d'apothéose, c'est-à-dire que tu peux arriver sur le téléphone et avoir une bulle Messenger qui va arriver sur ton écran alors que tu es sur une application tierce. C'est quand même assez fou quand on y pense, ça veut dire le message nous est imposé par le téléphone. La notification en tant que telle, c'est déjà un moyen en fait d'aligner l'individu à l'écran qui est devant lui. Et les vidéos courtes, effectivement, il y a aussi l'algorithme. Avant, on avait un fil d'actualité qui était fondé de manière antéchronologique. Donc c'est vraiment par rapport au temps. Et progressivement, l'algorithme a été figé sur une dimension qui est beaucoup plus personnelle, par rapport à tes préférences, que tu as liké, commenté, vu. Même pas seulement le temps passé sur un contenu sans avoir liké ou commenté. En fait, l'algorithme recense cela, l'enregistre, et par la suite va l'adapter. Et là, en fait, c'est une arme de destruction cognitive massive, parce que ça implique que l'individu n'a plus aucune capacité, finalement, à s'extraire quand tu cumules tous ces mécanismes ajoutés. Donc aujourd'hui, on assiste à un monde dans lequel, effectivement, pour s'extraire du numérique, il faut soit une volonté d'âme qui est immense, et bravo pour ceux qui l'ont, mais autrement, il est quasiment impossible d'en sortir. Et ça, c'est intéressant parce que typiquement Twitter, je sais que j'ai le choix, étant un gros consommateur ou addict de Twitter, on a le choix entre les deux colonnes. Il y a la colonne pour vous, où là en effet c'est des contenus pour vous, et la colonne purement chronologique, qui d'ailleurs est beaucoup plus franche et honnête parce que on comprend pourquoi chaque chose est là. Parce que c'est chronologique, c'est des comptes que j'ai suivis, qui ont peut-être partagé un autre compte, mais globalement je comprends ce qu'il y a dedans. Et pourtant, alors que j'ai ce choix, et je sais que c'est pas bon pour moi, je bascule systématiquement dans la partie pour vous, parce qu'elle est nettement plus addictive et je le sens en fait intuitivement, je passe de l'un à l'autre. Donc ça pose la question du libre arbitre. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais d'abord qu'on définisse un peu plus le sujet et qu'on reste sur qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que l'espace numérique, qu'est-ce que ça change et en quoi n'est-il pas simplement un outil neutre qui est là pour nous aider quand on en a envie. Là, on revient un peu sur le débat immémoriel sur la technique, à savoir est-elle neutre ou pas. Platon, dans le Gorgias, déjà considérait que la technique était purement neutre, qu'elle n'était que ce que nous en faisions. Et donc, à partir de là, en fait, il n'y a pas de technique qui a en tant que telle un sens prédonné. Donc, c'était déjà une manière de dire que la technique n'était pas finalement si importante dans nos vies et qu'on pouvait du moins la contrôler et donc avoir une incidence sur elle. Progressivement, cet argument-là a été quand même largement contesté, même si même Karl Marx va le reprendre. Il va dire par exemple qu'en fait les ludistes, donc ceux qui cassent les machines en Angleterre au XIXe siècle, ont tort parce qu'en fait ils s'attaquent aux moyens de production et pas au système de production, c'est-à-dire ils vont pas commencer à faire vraiment barrage au capitalisme. Donc il y a toujours à chaque fois une forme de confusion. La machine peut être bonne si en fait elle est à l'usage du prolétariat. En l'occurrence, elle sera mauvaise si elle est à l'usage du capitaliste. Donc il y avait déjà ce biais, encore la neutralité platonicienne qui était présente dans l'idéologie marxiste. Et par la suite, au XXe siècle, avec ce que l'on connaît, les désastres du XXe siècle en matière de guerre totale, d'anéantissement, d'usage du gaz dans les tranchées, de l'usage de l'arme nucléaire, évidemment, des chambres à gaz aussi, tout cela va commencer à faire comprendre que la technique, en fait, elle peut avoir aussi une importance réelle dans le libre arbitre, qu'elle peut s'imposer finalement à l'homme aussi. Et c'est là, en fait, où je trouve que Jacques Ellul est très pertinent, c'est-à-dire qu'il va commencer à dire dans son livre La technique ou l'enjeu du siècle, que la technique, elle n'est pas neutre, elle est ambivalente. Et je pense que tout est là, en fait. Un couteau, on peut s'en servir pour cuisiner comme pour tuer son voisin. Heureusement, le deuxième usage est beaucoup plus rare,
mais il existe aussi. Et donc en fait, il est compris dans la technique en tant que telle. Et le fait est qu'aujourd'hui, dans la modernité qui est la nôtre, toute technique est quasiment vouée à être employée. C'est la loi de Gabor qui dit qu'en fait que tout ce qui est possible sera réalisé. Parce qu'aujourd'hui, l'idée en fait, c'est que toute technique, forcément dans un paradigme un peu utilitariste, un peu instrumental, toute technique doit servir une cause. Dans l'occurrence, ça va être la politique de la puissance en matière géopolitique, ça va être le profit en matière économique. Et donc, toute technique en fait n'est pas faite pour être inutilisée, mais être employée. Donc la technique, du coup, elle est par définition biaisée à ce niveau-là. Et pour le numérique, c'est encore plus particulier parce que ici, on a une technique qui est faite volontairement pour empêcher l'expression du libre arbitre. Et c'est un point important. Parce que ça veut dire qu'en fait, pour la première fois, une technique est vraiment faite de manière volontaire pour ne pas être employée librement. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que l'individu contemporain ne peut pas même avoir le mythe de la neutralité de la technique parce qu'elle est impossible, en tout cas pour ce qui concerne le numérique. Et c'est un point, je pense, ici assez essentiel. Et ce que vous ajoutez également dans votre ouvrage, c'est que c'est par essence un espace sans frontières. C'est-à-dire qu'il y a et ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs on le voit, moi ça me fascine, des gens sur Internet qui insultent les journalistes quand ils viennent de partager un article qui est payant, qui se disent alors très gentil, mais par contre payant, donc et qui vraiment qui le font sur le ton d'un reproche, parce qu'en fait c'est outre le fait qu'il y a des goujats numériques. Je pense que ça vient du fait que c'est un monde fondamentalement sans frontières. Donc, quand les gens butent sur une frontière payante, un paywall, diraient les Anglais, un mur de paye, et bien là, c'est incompréhensible dans ce contexte et c'est injustifiable. Et est-ce que ça donne pas, pour le coup, un autre élément de définition du monde numérique qui est fondamentalement sans frontières? Complètement. En fait, le numérique, c'est l'abolition des frontières, l'abolition des limites. Et en cela, en fait, ça s'ancre pleinement dans la modernité actuelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir repousser d'un point de vue assez progressiste, absolument toutes les frontières naturelles qu'a pu connaître l'homme. Et donc ces frontières-là doivent être abolies, et le numérique, c'est l'outil par essence de cela. Et le problème, c'est qu'en l'occurrence, l'homme n'est pas forcément fait pour ouvrir toutes les frontières, pour ouvrir tous les champs des possibles. L'homme est aussi fait pour vivre une forme de sécurité, et en particulier l'enfant, donc l'homme en devenir. Ouais. Et c'est là en fait que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on va avoir accès très rapidement à un contenu prolifique. Sauf que la biologie humaine est ce qu'elle est, et en l'occurrence, nous sommes attirés malgré nous par les contenus violents, sexuels, de conflits, ou qui parlent de nous. Et en cela, ces 4 points-là en fait, sont importants à mentionner parce que ça va induire un biais vers des contenus qui sont structurellement négatifs, structurellement défavorables à une psyché saine et équilibrée. Donc, pour ces raisons-là, pour ces biais cognitifs qui sont ancrés dans l'humain, dans l'homme, on va avoir accès en fait à un contenu qui n'est pas malheureusement les pages Wikipédia sur Jacques Ellul, mais qui sera bien plus en fait des contenus soit pornographiques, soit de combats de rue ou autre chose. C'est beaucoup plus ou d'un sur les réseaux sociaux. C'est un cerveau reptilien fondamentalement. C'est un cerveau assez reptilien, mais qui n'est pas donc que du coup les industriels ont employé, ont instrumentalisé pour servir leur fin de profit. Mais donc là où ce qui est intéressant, c'est que du coup le numérique, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient détruire en fait finalement aussi les différences fondamentales entre les individus et les peuples en fait. Il vient aussi tous finalement les soumettre à un même contenu qui est malheureusement généralement avilissant. Et pour l'enfant c'est encore plus dommageable parce qu'en fait on perd ici des qualités essentielles à l'enfant que sont l'innocence et l'émerveillement. L'émerveillement parce qu'en fait le contenu numérique est structurellement beaucoup plus stimulant que ce qu'il verra dehors. Entre un écran et ses parents qui l'appelleront à jouer, l'enfant aura plus tendance à rester sur l'écran. Donc là on dira mais c'est pas grave, le parent pourra venir l'aider à jouer sur l'écran et il sera accompagné. C'est peut-être, mais dans tous les cas en fait l'écran c'est un jeu à armes inégales en fait. C'est un jeu dans lequel l'écran est forcément gagnant sur la réalité parce qu'il était fait pour cela en fait. L'écran est fait pour détourner l'enfant de la vie concrète, de la vie réelle. Et c'est le rapport Bronner en 2022 qui avait ce mot-là que je pense très frappant et très juste, qui est le mot migration. Il y a une migration en fait de l'enfant du monde physique, ici, que nous connaissons, au monde virtuel, donc dans la caméra. Et là, c'est vraiment en fait un point important parce qu'en fait, l'enfant disparaît du monde dans lequel le parent l'a mis. Oui. Et ça, c'est un point essentiel. Et donc pour l'innocence, effectivement, malheureusement, assez naturellement, très rapidement, il tombera sur des contenus qui sont malheureusement absolument inadaptés à son âge, si tant est que ça puisse être adapté à un âge. Et on les trouve donc rapidement en fait en proie à des contenus qui vont profondément les déséquilibrer à un âge beaucoup trop précoce. Et c'est, il me semble, Rousseau aussi qui disait que, en fait, c'est Hannah Arendt qui disait que l'enfance, c'est un moment aussi, en fait, qui doit être vécu dans l'obscurité. Ouais. C'est-à-dire en dehors du monde, en dehors de la lumière, en fait, des choses. Et aujourd'hui, en fait, le numérique crée un énorme faux projecteur sur le monde et l'enfant voit tout d'un coup. Sauf que ce n'est pas bon pour lui. Et quand conclusé, ça va créer, donc ça va détruire l'émerveillement, mais aussi créer une saturation par rapport au monde. Une forme de dépression larvée qu'il va vivre sa vie entière en ayant trop vu trop vite. Et c'est vraiment le risque pour moi que cela crée.
C'est intéressant. Il y a Christopher Lasch dans La culture du narcissisme, qui date de 79, avant les écrans, enfin en tout cas, oui, avant les écrans, et qui donne un témoignage de parents qui emmènent un enfant au cirque, et il parle d'un enfant complètement blasé, qui n'arrive pas à s'émerveiller devant des choses extraordinaires. Il y a un moment où le dresseur de tigre met sa tête dans la bouche du tigre, et le commentaire c'est le tigre aurait pu fermer sa mâchoire, que l'enfant n'aurait pas cligné des yeux. Ouais. Et ça c'était déjà, alors il explique pour tout un tas de raisons, mais c'était déjà avant les écrans. Et les écrans évidemment radicalisent cette saturation de l'émerveillement, au sens où tout a déjà été vu, et la fascination qu'éprouve un nouveau-né, j'ai bien connu ça récemment, pour des choses hyper basiques meurt. C'est-à-dire que typiquement, pour vraiment un nouveau-né qui a quelques mois, ce qui est fascinant, ça peut être un damier ou des poutres au plafond. Oui. Et qui vraiment, on voit l'enfant qui le regarde et qui trouve ça extraordinaire et qui reste dessus pendant longtemps. Ensuite, même en progressant, un tout petit jeu en bois ou une balle qui rebondit ou quelque chose vraiment d'extraordinairement simple, c'est la chose la plus fascinante qu'ils aient vue de leur vie, et ils ont passé des heures dessus. Et quand on détruit ce processus d'émerveillement et de gratitude en coupant directement à l'étage du dessus qui est un film de super-héros de 2h30 avec des effets spéciaux à l'âge de 3 ans ou que sais-je, tout le reste devient fade et on affadit l'existence par contraste. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup sous-estimé. Oui. Et votre livre insiste beaucoup là-dessus. Et je pense que c'est une piste d'analyse qui est très pertinente. Tout à fait. Alors effectivement, ça a commencé avant le numérique, si on prend le numérique comme étant les écrans, les smartphones, ces choses-là qui ouvrent un monde à part entière. La télévision en tant que telle préfigurait déjà finalement ce qui allait advenir en fait. Mais encore est-il que la télévision au XXe siècle du moins était une télévision qui retranscrivait des plateaux de télévision, parfois des documentaires animaliers, ce qui déjà pour l'époque paraissait complètement fou, mais ce qui aujourd'hui nous paraît quasiment banal, voire médiocre parfois, enfin vraiment très banal. Et donc le numérique vient en fait effectivement amplifier, décupler cela, en montrant des contenus qui sont hors de proportion par rapport à ce que la télévision voulait, mais encore une fois des contenus qui sont aussi adaptés. C'est-à-dire que si l'enfant par exemple était fasciné par la figurine dinosaure qu'il pouvait voir sur sa table de chevet, il va être complètement par la suite lassé de la voir en s'imaginant en fait absolument tous les contenus qu'il peut voir d'images de synthèse qui vont reproduire ces dinosaures-là en fait dans des shorts YouTube qu'il pourra voir parce que l'algorithme s'adaptait en fait à sa personne. L'imagination n'a plus besoin de travailler. Non, c'est ça, mais c'est un problème parce que le monde qui n'existe pas, cette chimère, comme disait Jean-Jacques Rousseau, c'est vraiment un monde dans lequel en fait tout est possible, dans lequel tout est beau et aussi dans lequel on peut construire le réel à partir de son fantasme, de sa projection. C'est parce qu'on a projeté un autre monde qu'on va pouvoir reformer le monde que nous connaissons ici à travers cet objectif-là. Et donc l'imagination c'est essentiel parce que ça donne en fait une direction, un cap, une orientation à un enfant en devenir. Ça lui fait dire ce que je vais faire plus tard, ce sera cela, ce sera m'imaginer pompier. J'ai des choses simples mais ça peut être beaucoup plus grand et beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux. Donc l'imagination c'est vraiment une propriété qui est essentielle et c'est bien de la mentionner parce que elle est vraiment aujourd'hui en saturation. Et plus qu'en saturation, elle est en train d'être malmenée, je dirais même quasiment noyautée par le numérique. Le numérique impose progressivement en fait ses références aux enfants en devenir. En l'occurrence, des références qui sont bien souvent tirées du divertissement ou des jeux vidéo alors de leur univers. Pour ce que je connais, par exemple, c'est Minecraft qui va complètement en fait façonner un nouveau monde. Ce qui est pas forcément un mal en soi, dans le sens où chaque génération, par le passé, a connu à travers des lectures, à travers des films, des références qui les ont remarqués. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'est plus possible quasiment d'avoir une discussion qui évince ce monde numérique-là avec eux. Si jamais il n'y a pas donc l'évocation de Minecraft ou d'un référentiel numérique, ils seront très vite, mais extrêmement vite, lassés. Et s'ils ne peuvent pas raconter tout ce qu'ils veulent sur ce référentiel numérique que les parents généralement ne se disent que très peu ou très mal, alors il y a un sentiment de décalage qui est croissant. Et ça pose problème par rapport aux liens intergénérationnels. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Exactement, c'est un élément que vous faites très bien ressortir dans votre ouvrage qui est la mort de la transmission via le numérique. C'est-à-dire que quand vous tombez dans un monde où ça n'est plus la personne âgée qui introduit le jeune dans le monde, mais l'inverse, tout change. C'est-à-dire qu'il y a un renversement du devoir de déférence intergénérationnelle.
Le jeune, il est là, il va apprendre à papy comment faire fonctionner Microsoft Word ou son ordinateur, et donc c'est lui qui transmet des compétences, mais des compétences qui sont vouées à être ringardisées lui-même, parce qu'il y aura une nouvelle mise à jour, il y aura un nouvel ordinateur, et on abandonnera du jour au lendemain Word pour autre chose, ou que sais-je. Et tandis que, à l'inverse, dans un monde qui est moins noyauté par le numérique, il y a beaucoup plus de choses que le grand-père ou la grand-mère peut transmettre à ses petits-enfants dans la façon de faire, dans les techniques, dans les coutumes. Et donc, d'un seul coup, on a créé une usine à ringardisation Oui. et une usine à démonétisation, en quelque sorte, de la vieillesse. Là, je t'expliquais également que dans une culture narcissique, vu que c'est une culture qui a peur des limites, qui a peur de ses propres limites, forcément le vieillissement est une épreuve terrible, parce que le vieillissement c'est l'apprentissage des limites. Donc on associe un peu la vieillesse, tout ça, à tout ce qui est dépassé, tout ce qui est archaïque. Il y a un champ lexical de ce que C.S. Lewis a appelé le snobisme chronologique, Oui. qui se déploie dans l'espace public. Et le vieux est celui simplement qui ne court pas assez vite et qui, dans le fond, ne sert à rien, est à la traîne. Et le numérique est venu casser ce rapport-là entre les générations, et on n'a pas encore fini d'en mesurer les effets. James Semprún il disait « Quels enfants nous laissons au monde ?» plutôt que « Quel monde nous laissons aux Oui. enfants ?» Et je pense qu'en fait, tout est là. Le mouvement écologiste qui a raison veut préserver ce monde-là. Effectivement, il faut le préserver, ce monde-là. Mais on ne peut le préserver que si on lègue à ce monde des enfants en mesure de l'aider, de le soutenir. Et aujourd'hui, les enfants en question, malheureusement, que nous laissons, on peut largement en douter de leur capacité à intégrer le legs de générations passées pour eux-mêmes croître. Or, quel individu peut résister au marché, à la consommation de masse, au passage des modes indéfinis, s'il n'a pas en fait avec lui un legs moral, culturel, qui va l'ancrer quelque part et lui permettre de créer des limites en fait dans son environnement et des normes, des traditions qui vont en fait empêcher qu'il cède complètement à l'hédonisme de masse qui caractérise notre siècle. Et c'est un petit peu ici qu'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à maintenir un lien de transmission intergénérationnel pour éviter que la société ne se fissure. Et le fait est que le numérique, effectivement, vient complètement éroder le lien intergénérationnel. Alors, ça va se jouer sur beaucoup d'aspects. Le premier, quand même, ça va largement être un effet qui est malheureusement très bien recensé dans la littérature scientifique, qui est le fait que les interactions interpersonnelles dans un foyer dans lequel il existe au moins un écran, ça peut être la télévision, mais quand c'est le téléphone, c'est encore bien pire, au moins un écran, elle diminue drastiquement, à moins 40%, moins 50%. Plus il y a d'écrans, moins on se parle. Plus il y a d'écran, moins on se parle. Donc ça veut dire que des parents, des enfants, peuvent vivre ensemble sans se parler aujourd'hui, ou du moins en se parlant pour des choses qui sont très sommaires, très utilitaires. Viens mettre la table, voilà, viens manger. Bon, voilà. Mais en l'occurrence, pour tout ce qui est, je te raconte mon passé, je te raconte mon vécu, simplement on discute ensemble, et en se discutant ensemble, on se transmet des sentiments, des valeurs, des regards, des affects. Cela disparaît en fait. Aujourd'hui, l'enfant, il y a plus de chances qu'il ait un rapport plus prolongé avec des influents, au vu du temps d'écran, hein. Il y a plus de chances, le risque plutôt, qu'il ait un rapport prolongé avec un influenceur sur les réseaux qu'avec ses propres parents parfois, selon le contrôle des écrans évidemment. Mais donc c'est vraiment un biais, c'est-à-dire qu'en fait, les acteurs de la transmission intergénérationnelle ne sont plus les parents, mais sont des acteurs tiers qui n'ont entre guillemets aucune légitimité en fait pour venir donner aux enfants un référentiel culturel qui est autre que celui des parents. Et donc il y a une vraie migration à ce titre-là qui se produit et qui peut effectivement créer une dichotomie entre les parents et les enfants, une scission qui va être très défavorable en fait à un lien pérenne entre eux et qui va se dérouler au fil des générations. Au-delà de cela, je pense qu'il est aussi important de mentionner les référentiels culturels. Depuis la modernité, avec l'accélération que décrit Hartmut Rosa, on a effectivement des référentiels qui évoluent de plus en plus vite. Et le numérique a joué comme un effet en fait de levier qui va accélérer encore ce phénomène-là, qui va créer en fait un monde dans lequel les références ne durent pas, disons, 10, 15 ans, 5 ans, mais 1 an, 6 mois, 3 semaines, 1 semaine. Alors moi, à mon époque, il y a maintenant 15 ans, je me souviens des danses qui étaient par exemple à la mode, donc il y avait le Gangnam Style, je crois, en 2011-2012, et il n'a fallu même pas 6 mois, 1 an pour voir débarquer le Harlem Shake juste après. Ouais. Alors ce sont des très vieilles références, mais parce que moi ça m'a marqué, mais en fait aujourd'hui ça va encore plus vite qu'avant. Ouais. Et les mots, Kokoubé par exemple, c'est un mot qui est devenu très à la mode très récemment. Kokoubé. En soi, ça disparaît quasiment aussi vite que c'est venu. Ouais. Et en fait, quasiment tous les mots, la sémantique, tous les référentiels culturels, comme cela, sont en perpétuelle mutation. Ouais. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'un parent peut savoir transmettre lorsque son enfant lui-même déjà ne sait plus, disons, ce qui importe, et que le parent lui-même parfois ne sait même plus, en fait, finalement, qu'est-ce qui
qui est à hiérarchiser, qu'est-ce qui est à privilégier sur une autre référence culturelle. Le numérique crée un peu un monde du relativisme dans lequel tout passe si vite qu'on ne sait pas quoi transmettre et tout se valent en temps qu'on ne sait pas qu'est-ce qui importe. Ouais. Alors, avant de rentrer sur le sujet extraordinaire du rapport au père et au grand-père et je dirais à la filiation dans le numérique, j'aimerais ajouter un autre élément de définition que vous mentionnez dans votre ouvrage, qui est que le numérique, c'est forcément, en tout cas aujourd'hui dans sa forme actuelle, le monde des plaisirs faciles et des plaisirs rapides. Et notamment, ça a des effets très importants sur la jeunesse, le plus évident étant la mort du report de gratification. C'est-à-dire que pour grandir, vous le dites très bien dans l'ouvrage, l'enfant, il veut du sucré, et en fait, le parent, c'est aussi celui qui l'amène dans la durée vers l'acide, la mer, etc. On a reçu ici Natacha Polony, dans laquelle on a parlé de la livraison à domicile, et elle faisait remarquer que la livraison à domicile, c'était très souvent des goûts gras et sucrés, qui sont les goûts de l'enfance, et que normalement, avec le temps, avec la civilisation, au sens où l'approfondissement des goûts dans la durée, au même titre que le pain, c'est le ferment qu'il faut laisser dans la durée, on arrive à l'acide, à la mer, etc. Et le numérique, c'est cette espèce de sucré permanent qui nous congèle à l'état d'enfance et qui empêche de passer à l'étape supérieure. Est-ce que c'est pas un élément fondamental du numérique aujourd'hui ? Complètement. Alors, il s'inscrit évidemment dans la perversion de la psyché, des mécanismes cognitifs d'ancrage, d'addiction, qui sont très importants ici. Et l'objectif donc, c'est-à-dire que si c'était des mécanismes de long terme, il y avait un risque en fait que l'individu n'accroche pas finalement, qu'il rapidement il s'en lasse. Mais comme la récompense ici est de court terme, il s'assure ainsi que continuellement en fait il pourra, sans trop attendre, sans se lasser, rester sur l'écran. Et c'est là qu'est l'enjeu. Donc on habitue structurellement en fait l'individu au court terme, parce que le court terme c'est la promesse en fait de la captivité de la personne. Ça, faut comprendre. Et en l'occurrence, sur le plan cognitif, on le sait pour les enfants, adolescents jusqu'à environ 23-24 ans, le cerveau est relativement plastique. Il évolue encore beaucoup. Et le numérique, enfin forcément l'environnement de manière générale, mais le numérique en particulier, va venir aussi refaçonner en fait la cognition des plus jeunes. Et en l'occurrence, il y a donc le cortex préfrontal qui est là pour arbitrer entre les choix de court terme et de long terme. Et plus on a accès à un contenu numérique massivement, et plus on aura du mal en fait avec le cortex préfrontal à arbitrer vers des tendances de long terme, des préférences de long terme. On va privilégier à chaque fois le court terme. Il y avait une expérience assez intéressante en 1972, il me semble, avec les chamallows. Donc les chercheurs qui mettaient devant les enfants un chamallow pendant 1 minute 30, 2 minutes, et lui disaient si tu attends un tel nombre de minutes, tu verras un deuxième chamallow. Donc ça vaut le coup quand même que tu attendes pour cela. Et en fait, ils avaient essayé de montrer que les enfants qui avaient été capables d'attendre, de différer leur plaisir, étaient ceux qui, par la suite, avaient une carrière ou une vie sociale beaucoup plus épanouie, riche et active. En l'occurrence, ça a été un peu contesté, il y a un biais aussi de pauvreté, lorsqu'on a moins de moyens, on préfère valoriser la calorie rapide et immédiate plutôt qu'attendre parce que c'est une question de survie en fait. Donc il y avait un biais à l'étude. Mais tout de même, ça indique une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand tu arrives à différer ton plaisir que tu peux aussi par la suite faire des choix qui sont plus sensés par rapport à des impératifs de long terme. Et tu peux ainsi donc peut-être plus te projeter aussi dans l'avenir. La capacité à se projeter, c'est purement humain. Encore une fois, c'est aussi imaginaire ici, c'est-à-dire que tu t'imagines toi plus tard, c'est la projection. Et en l'occurrence, parce que du coup, tu n'arrives pas à différer de la vision de toi-même dans le temps, donc à voir comment tu serais à l'avenir, tu t'imposes une vie qui est presque animale, une vie qui est celle de l'instinct, une vie qui est celle en fait du plaisir immédiat, donc qui se traduit par la jouissance facile dans la nourriture, dans la sexualité, dans plein de domaines. Et donc c'est une vie finalement qui n'est pas satisfaisante pour quiconque désire devenir homme en fait. Et ce que disait aussi Jean-Jacques Rousseau, il disait qu'en fait, tandis que l'homme s'arrache à la nature pour entrer dans l'histoire, l'animal lui ne suit que l'instinct finalement, et qui est une boucle indéfinie. C'est un peu cela en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on renonce progressivement en tant qu'homme, sur le plan individuel du moins, mais de plus en plus aussi sur le plan civilisationnel, à se projeter dans l'avenir, à différer son plaisir et à s'arracher finalement au déterminisme naturel. À s'empêcher. À s'empêcher, effectivement, la continence. Et alors sur ce rapport à la filiation, ce qui m'a passionné dans votre ouvrage, c'est que la disparition de la figure du père ou du grand-père, avec son rôle qui lui est propre, notamment Fabrice Adjadj disait le père donne le nom et le nom, donc l'identité et la limite. Et avec sa disparition, on pourrait s'imaginer, et je pense que c'est comme ça que ça a été vu notamment par les intellectuels 68 arts, une grande surface de liberté, où d'un seul coup, la figure de l'autorité morale et l'interdit a disparu, sa statue est tombée, et on peut jouer son entrave et faire ce qu'on veut, enfin libre. Et ce que vous rappelez, et c'est une analyse qui est corroborée par d'autres également, c'est que la disparition du père
P-E-R-E-S, mène à la tyrannie des pairs, Ouais, bien P-A-I-R-S. sûr. Et donc, on rentre dans une espèce de conformisme horizontal. Là, je faisais remarquer, et je vais donner un exemple qui n'est forcément pas de lui, vu que ça parlera des smartphones, mais là, je faisais remarquer que les parents, face à la disparition des normes morales de la communauté, instituées par l'autorité parentale, quand elle existait encore plus qu'aujourd'hui, eh bien, est obligé de se plier à ce que les camarades de classe imposent, entre guillemets. Donc, moi, je pense qu'il y a une norme morale, c'est ce que propose le psychologue américain Jonathan Haidt, pas de réseaux sociaux avant 16 ans, donc ça c'est une règle en soi. Mais lorsque j'ai constaté que tous les petits camarades de classe dès 9 ans ont un smartphone et des réseaux sociaux, l'horizontalité en quelque sorte va m'imposer des critères que moi je ne voulais pas imposer de base et je voulais en imposer d'autres. Et donc on voit en fait que lorsqu'on perd un sorte de principe vertical clarificateur, on n'est pas dans une liberté totale, on est dans une espèce de conformisme de masse horizontale. Et vous insistez beaucoup à travers votre ouvrage sur comment le numérique pousse au conformisme. Pourquoi ? C'est ce que je trouvais un petit peu dommage, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de numérique, dans la littérature, dans ce qui avait été publié, assez peu fréquemment, finalement, on mettait en avant le conformisme. Bien sûr, on mettait en avant l'individualité qui peut enfin s'exprimer pleinement, l'ego magnifié par le réseau social, le profil enfin qui était mis en avant pour chacun. Ouais. C'était magnifique, quoi. C'est vraiment la révolution de l'égocratie, quoi. Donc, c'était La parfait. customisation de masse, comme dirait Cockbert. Tout à fait, c'est ça. Et donc ça, c'était beaucoup mis en avant et c'est une réalité. Mais seulement, on ne voyait pas en fait la lame de fond en fait, qui passait par là, qui est à mon sens effectivement le conformisme de masse qui en fait découle du numérique. Donc en l'occurrence, il va y avoir plusieurs aspects qui vont jouer là-bas. Le premier, ça peut être déjà le fait qu'absolument tout aujourd'hui est médiatisé. Il y a un média pour toute chose, un médium pour toute chose que nous faisons en fait. Ça peut être d'aller à la salle de sport, se brosser les dents, ça va être les relations interpersonnelles, les relations amoureuses, absolument tout est filmé, les interactions sont filmées et on offre en fait à chacun aujourd'hui des référentiels en fait, sur lesquels se bâtir, sur lesquels finalement fonder ce que l'on est. Et en fait, jamais au cours de l'histoire, il y avait eu une telle finalement projection commune de manière d'être et d'agir au quotidien dans des tâches parfois qui révèlent de l'intimité et du privé. C'est tout à fait nouveau en fait aujourd'hui. Et en fait, le fait de créer un référentiel va aussi créer un biais cognitif qu'on appelle en sciences cognitives le biais de simple exposition. C'est-à-dire que plus on voit un contenu, plus on le normalise et qui plus est, plus on le juge positif. Ouais. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais progressivement, en voyant les stories en fait, défiler, ça en l'occurrence, qui souvent est le médium de l'intimité, la story, en voyant les stories défiler, on change de référentiel normatif. Et donc, progressivement, en fait, on va commencer à adopter les codes que nous voyons de manière plus ou moins consciente, mais souvent inconsciente. Et l'individu, finalement, va progressivement se dissoudre dans la masse. Ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Et malheureusement, ça a été largement aussi documenté sur le plan scientifique. C'est-à-dire que plus on partage en ligne de contenu, et plus on observe que les préférences des individus qui donc utilisent les réseaux sociaux sont homogénéisées. Donc en fait, plus on partage, et plus il y a dans la zone du cerveau de la représentation de soi et des autres qui s'active et qui vient leur dire attention, si tu partages tel article de Le Point, du Figaro, de Marianne, les gens vont dire ça de toi, vont se dire ça de toi, vont penser ainsi de ta personne, et donc sois prudent par rapport à ça. C'est un petit peu la zone de la survie qui s'active ici et qui fait dire en fait tu as besoin d'autrui pour vivre, et donc si tu veux pas être exclu du groupe et continuer à vivre avec le monde, et ben tu as intérêt à te soumettre en fait à la masse. Et donc en fait on s'en rend pas compte, mais lorsqu'on publie un contenu, lorsqu'on partage un contenu, lorsqu'on écrit un post, lorsqu'on like même d'ailleurs une publication, on voit les likes aujourd'hui des amis, eh bien on est soumis à un jugement et le cerveau en a conscience. Donc ça veut dire qu'on est inconsciemment très bridé dans ce que l'on fait. Et le réseau social, c'est vraiment cet environnement où absolument tout est amené à être homogénéisé. Et là, en fait, on peut parler aussi un petit peu du contenu aussi qui prévaut sur les réseaux sociaux. Ce contenu en tant que tel est un contenu qui se veut accessible à tous, qui se veut justement un créateur de référentiels communs, souvent assez peu stimulant sur le plan intellectuel, souvent très faible sur le plan culturel, qui ne durent pas dans le temps, mais qui malheureusement sont ces idoles culturelles-là. Par exemple, sur Facebook, c'est intéressant. Quelles sont les pages les plus suivies en l'occurrence sur Facebook ? Des pages de raclette. Non, malheureusement, blagues, non, ce serait intéressant sur le plan culturel. Ouais. Non, Ouais, c'est des footballeurs. Des footballeurs, des stars de la chanson, ça va être des marques, Coca-Cola en particulier. Donc marques, footballeurs et personnalités aussi. Sur YouTube par exemple, les plus suivis ça va être Thibaut InShape, Squeezie, qu'on les aime ou pas. Ce sont des contenus qui sont divertissants, qui sont agréables à regarder, qui sont des super en fait TV shows, mais qui ne sont en aucun cas en fait des contenus qui vont permettre de se distinguer. Au contraire, ils apprennent Ils ne sont pas risqués. Ils ne sont pas risqués. Ouais. Les individus font attention à ce qu'ils regardent et ils sont attirés par ce qui est facile. Et quand on cumule donc ce qui est facile avec ce par quoi du coup ils sont attirés,
on tombe malheureusement en fait dans des logiciels, dans des référentiels qui sont très communs, qui sont très conformistes finalement. Et l'individu numérique, donc démantelé, c'est vraiment cet individu qui s'est adonné au conformisme. Et c'est ce que disait Castoriadis. Il disait qu'en fait notre monde aujourd'hui il est plus caractérisé par le conformisme que par l'individualisme. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un conformisme, mais qui n'est pas effectivement apparent. C'est-à-dire ça va pas être, disons, à travers je ne sais pas, une pratique, une passion un peu spontanée à travers une couleur de cheveux qu'on va se faire, qu'on va, disons, traduire ce conformisme-là, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, il y a une hétérogénéisation croissante des marqueurs visibles des groupes sociaux auxquels on appartient. En revanche, sur le plan du référentiel culturel qui nous est commun, ça va être le divertissement, en premier lieu, ça va être le culte de la marque, donc qui va être un signal qu'on envoie aux autres, et ça va être en fait finalement du coup ce monde de l'avilissement, de cette aversion à l'effort, ce culte aussi un petit peu de soi. Et tout cela conjugué, en fait, ça crée un nouveau type d'homme, ce que Francis Fukuyama a appelé le dernier homme, qui finalement n'est pas si différent l'un de l'autre. J'ai envie de croire aujourd'hui qu'il y a moins de différence entre une Instagrammeuse du métropole parisienne et un jeune homme, disons, je sais pas, qui vivrait à Marseille et qui travaille dans la restauration, qu'entre un Auvergnat, en fait, et un Breton, il y a maintenant un siècle et demi. Je pense que c'est le cas. Il y a un affadissement, un appauvrissement, en fait, des référentiels culturels qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait plus aisément se comprendre, alors que pour autant, en apparence, les gens semblent se distinguer de plus en plus. Mais ça reste une apparence. Et alors, sur ça, c'est un débat très riche parce que, à l'inverse, et vous le notez dans votre ouvrage, il y a également un éclatement de la norme. C'est-à-dire que Internet a cette faculté-là de venir normaliser toute passion via la construction d'une communauté, entre guillemets. Donc, je vais prendre un exemple volontairement loufoque et caricatural. Mettons qu'il y ait quelqu'un qui se dise « Tiens, est-ce qu'il est possible de faire l'amour avec un grille-pain ?» Et là, dans un temps normal, cette lubie lui serait passée. Alors déjà, de base, elle lui serait sûrement inculquée de l'extérieur, ça c'est vrai, mais mettons qu'elle lui vienne spontanément. Et ensuite, aujourd'hui, plutôt que de se dire « Je suis décidément bien pervers et loufoque, il va falloir que je me redresse et que je passe à la suite », là aujourd'hui, il va taper ça sur Internet, il va tomber sur une page Reddit et il va découvrir, je précise que je ne suis jamais allé voir, mais il va découvrir une page Reddit dans laquelle il aura désormais des membres de sa communauté, une normalisation, et on peut même aller plus loin, peut-être un sentiment de persécution en tant que communauté, en se disant oui mais ils veulent nous interdire, ils veulent malgré le silence des médias, etc. Et une espèce de posture paranoïde de sa micro-communauté transgressive. Comment concilier ça avec ce que vous avez dit là qui me paraît également juste, ce conformisme de masse. Donc, comment est-ce que l'archipélisation et le conformisme peuvent coexister ? C'est parce qu'il y a une stérilisation de la vie culturelle, intellectuelle, parce qu'il y a une forme de conformisme de masse qui règne, que les individus cherchent à réguler une chose, qui est le thermostat de l'identité. Ils veulent eux-mêmes pouvoir se figurer dans un groupe, avoir un référentiel commun, malgré l'absence, enfin un peu, j'ai envie de dire, le caractère aseptisé de leur existence. Et donc, ils vont chercher effectivement ce groupe auquel s'associer. Moi-même, durant mes années lycée, j'avais commencé à liker des groupes sur Facebook qui étaient fans de Tolkien. Et puis ainsi, on crée comme ça des référentiels communs, on se sent, disons, partagé avec des gens. Sauf qu'en l'occurrence, ce partage-là, il est un peu factice, dans la mesure où, en fait, ce qui vous relie, c'est un hobby, une passion qui n'est pas pérenne, qui ne dure pas dans le temps, et qui, généralement, s'estompe vite, en fait. Ce groupe-là, dans lequel on va s'incruster, est une manière, finalement, de faire illusion à son conformisme latent. Il y a vraiment de cela, à mon sens. Et plus généralement, je pense aussi que les distinctions qui s'opèrent aujourd'hui sont parfois des réactions justement à une norme qui devient trop pesante. Par exemple, je prends un exemple qui est assez courant aujourd'hui, c'est le body positivisme par exemple, qui donc est la promotion, la mise en valeur, quasiment la vénération des corps, disons, qui sont plus en chair, plus dodus. Cette manière de faire là, en fait, c'est aussi une réaction à une norme qui a été très pesante de ces corps de féminins souvent très très minces, qui sont souvent excessifs, mais que le numérique a réussi à faire fantasmer comme étant la norme. C'est parce que le numérique a créé une norme artificielle que des gens se sont dit mais c'est pas normal ça j'ai un mal-être qui se crée, et donc ils prennent le pendant inverse qui est aussi radical pour dire ce qui est normal c'est le corps en fait qui est obèse. Et donc dans tous les cas on se retrouve dans une situation où il y a en fait une forme
une forme d'incompréhension latente et une forme de radicalisation effectivement de ces groupes minoritaires qui veulent contrer une norme qui devient beaucoup trop pesante parce qu'elle apparaît partout. Aujourd'hui, même lorsque on est en train de faire la cuisine, en discussion avec des amis, aux toilettes, on aura accès grâce au téléphone à ces normes qui nous pèsent. Donc on peut effectivement, du coup, grâce à l'algorithme aujourd'hui personnalisé, de se donner l'illusion en fait finalement que ce que nous vivons est normal, comme pour le grille-pain par exemple, mais ça reste toujours en fait une réaction quasiment à une norme qui est trop pesante. Un autre exemple que j'aime bien, c'est la multiplication des HPI et des 10. Donc ces gens qui recherchent dans une forme de pathologie quelconque une manière de justifier leur différence. C'est intéressant, ça veut dire que la différence, pour eux, est vue comme une pathologie. Et pour pouvoir promouvoir la différence, c'est-à-dire qu'elle est vraiment réelle contrairement aux autres qui ont des différences factices, ils vont demander à des psychologues de leur faire en fait un bilan scientifique. Voilà, c'est un rapport scientifique pour leur dire j'ai le droit de me penser différemment du reste parce qu'en fait je suis HPI selon mon psychologue. Et c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait il n'est pas capable aujourd'hui de se considérer différent sans voir la différence comme quelque chose de bizarre, d'étrange, de presque pathologique, de presque maladif. Et ça c'est quand même intéressant, ça veut dire qu'en fait la différence aujourd'hui elle est pathologisée. Mais je sais pas si je serais d'accord avec ça parce que il me semble qu'il y a... Alors, c'est tout le paradoxe. Il y a un éloge de la différence en tant que telle. Simplement, les gens prennent en fait moins de risques qu'ils ne le croient. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'anticonformisme latent un peu facile, où les gens s'imaginent Jean Moulin en 2 secondes pour 3 fois rien. J'avais moqué la phrase, mais qui me paraît très emblématique de l'époque, malgré le silence des médias, qui est un peu ce truc-là où chacun, pour attraper le micro, doit expliquer qu'il a eu le micro coupé. Il y a un peu ce truc de censure, et donc je pense que c'est là où peut-être qu'une façon de réconcilier ce qu'on disait sur conformisme et fragmentation, qui est évidemment une discussion magnifiquement interminable, c'est qu'il y a un anticonformisme un conformisme de niche anticonformiste. C'est-à-dire qu'il y a des niches qui se perçoivent comme étant anticonformistes, au sein desquelles il n'y a aucun désaccord. C'est-à-dire qu'il y a des petites bulles, il y a les passionnés, j'en sais rien, de moto, et qui sont persuadés qu'il y a une volonté d'éradiquer la moto dans les lois, et entre eux, ils ont très peu de désaccords parce qu'ils ont un ennemi commun qui est les motophobes ou que sais-je, et il y a une espèce de... Peut-être que c'est une façon de sortir de ce clivage, je sais pas. Mais ces bulles existent, elles sont nombreuses, et elles sont de véritables îlots d'hétérogénéité sociale, en fait, qui existent et qui veulent, en fait, se sentir exister, se sentir présentes et se sentir légitimées par la présence d'autrui qui vient leur dire, en fait, ta passion, je la partage aussi, tout va bien. Et c'est normal, ça a toujours existé des passions comme celle-ci qui sont matérialisées par des associations, par des mouvements, en fait, humains. Donc c'est un véritable effet qui se passe, qui vient en fait, effectivement contrebalancer finalement la norme trop pesante aussi qui existe. Et cet appel aussi à l'individualisation en fait qui est présente dans le numérique. Là où il faut quand même nuancer l'effet des bulles, c'est que des rapports scientifiques assez complets ont montré que les phénomènes des bulles de filtre, hein, c'est comme ça qu'on les appelle généralement, ces bulles de filtre sont malheureusement, enfin sont plutôt heureusement, généralement un peu hypertrophiées, exagérées. Elles existent, mais la majorité des gens se trouvent aux interstices de ces bulles, se trouvent au carrefour de ces bulles. En fait, ils ont effectivement dans leur fil d'actualité par exemple du coup des motos qui vont venir passer, circuler, mais ils auront aussi les posts de TV sur Emmanuel Macron qui a pris telle décision, ou sur Gabriel Attal qui a fait une super déclaration sur le numérique. En fait, ça va être ça. En fait, c'est-à-dire que effectivement, il va pouvoir se différencier à travers une passion qui passera de manière un petit peu éphémère dans sa TL, mais le fait est qu'en fait, il restera encore soumis majoritairement au contenu général et massif. Donc c'est une réalité, et c'est vrai qu'il y a une hétérogénéisation à ce niveau-là, avec des bulles minoritaires qui partout se créent, et en France en particulier, avec l'HPilisation, ça se calque aussi sur, malheureusement, un tableau sociologique. C'est ça, un tableau réel de la France. Mais il faut faire attention à ne pas venir, disons, exacerber ou exagérer en fait ces bulles et la capacité qu'elles ont de créer un monde complètement détaché de notre univers actuel. Mais une façon de prolonger ça, c'est que quand un événement se passe qui paraît important sur notre fil à nous, on ne sait pas s'il a eu lieu sur le fil des autres. Et c'est quand même très déconcertant. C'est-à-dire que c'est vrai. Peut-être qu'en effet, vous avez parlé d'un post BFM TV qui annonce une décision de Macron. Peut-être que tout le monde l'a vu, mais on n'en sait rien. En fait, je pense que c'est probable, mais ce qui m'intéresse, c'est l'effet ressenti de la part de l'individu qui ne sait pas s'il partage un monde commun avec ses concitoyens. En disant, moi je l'ai vu, mais peut-être que mes amis l'ont pas vu, peut-être que mes parents, peut-être que les autres générations n'ont pas du tout vu, peut-être que... Et cette incapacité à savoir si on vit les mêmes événements au même moment est très déconstructeur sur l'effet d'unité nationale, je pense.
Tout à fait, en fait, il y a en fait, mais c'est propice, enfin c'est propre au numérique et au smartphone. Oui. Quand on y repense un petit peu, à l'origine, le numérique, ou du moins ce qui pouvait s'apparenter par le passé, c'est-à-dire en gros l'écran, donc la médiation d'une autre réalité à travers l'écran, c'était la télévision. La télévision, ça avait quand même l'avantage de souvent réunir sur un même poste, souvent sur 6 chaînes pendant très longtemps, Oui. une famille entière en fait. Et là, tout le monde en fait voyait le même contenu, tout le monde pensait la même chose, ou du moins tout le monde avait le même référentiel sur lequel il fondait son opinion. Avait les mêmes événements et les mêmes C'est faits. ça. Et donc ça, pour eux, ça marquait l'année 66, 68, et voilà, bref, c'était facile. Aujourd'hui, le numérique, c'est quoi? C'est avant tout des smartphones. Donc, c'est l'individualisation à outrance, finalement, de référentiels socio-culturels. Donc, ce qu'on va constater, c'est que l'individu en tant que tel, il est amené à avoir son propre référentiel parce qu'il peut regarder, en fait, un contenu sans même que ses parents, ses frères et sœurs ne le regardent aussi. Et donc, en fait, il y a, de ce sens-là, une forme d'atomisation des référentiels culturels qui est réelle, qui existe. Et effectivement, on assiste donc à une forme de destruction à ce niveau-là des capacités à faire monde commun, parce qu'en fait, on parle un langage qui n'est plus le même, avec des référentiels qui sont trop différents. Et ça va, du coup, là, on a déjà un peu mentionné sur les caractéristiques intergénérationnelles, ça va avoir un impact réel. Mais même aujourd'hui, dans la rue, lorsqu'on parle à une personne tierce, on va avoir du mal à savoir, ne serait-ce que comment la saluer. Quel est son référentiel? Plusieurs fois, je me suis posé la question, avec des femmes par exemple, est-ce qu'il faut faire la bise? Est-ce qu'il faut serrer la main? Est-ce qu'il faut faire un salut cordial un peu de loin? Mais ça, c'est bon, c'est aussi un effet du confinement, ces choses-là. Mais le fait est que la difficulté à savoir ce que veut l'autre et ce qui est normal pour l'autre découle aussi de l'exposition perpétuelle à des contenus qui te sont propres et qui t'imposent une norme nouvelle. Donc il y a effectivement du coup cet effet bulle, fragmentation qui existe et qui vient compenser la norme écrasante et qui rend en fait la vie sociale passe presque une torture. Enfin, la phrase de Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, elle prend son sens dans la mesure où l'autre devient indéchiffrable pour nous, dans la mesure où on n'arrive pas à savoir ce que l'autre veut, l'autre désire et ce qui est normal, convenu pour l'autre. Et le problème, c'est que cela va avoir un effet direct sur la confiance interpersonnelle. Or, la confiance, c'est ce que disait Niklas Luhmann, c'est un moyen efficace de simplification en fait des interactions sociales. Oui. C'est un moyen en fait de ne pas avoir à anticiper ce que l'autre fera ou dira pour vivre avec lui. C'est quand je dis le mot numérique, tu penses à la même chose que moi. Quand je dis le mot influenceur, tu penses à la même chose que moi. Ça, c'est agréable et que je sais comment te saluer. Sauf qu'en fait, dans les faits, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et ça crée un stress social latent. Parce qu'on ne sait plus en fait comment interagir avec autrui. Donc l'individu contemporain numérique, l'homme démantelé, c'est un homme qui est en fait en proie à une grande anxiété par rapport à l'autre. Et à ce niveau-là, ça c'est intéressant parce que des chercheurs ont montré, par exemple, avec Facebook, que plus on passait de temps sur l'application et plus on en sortait avec, disons, une forme d'anxiété, voire de dépression, parce qu'en fait, on voyait autrui, on voyait leur vie, on voyait que c'est très différent de la nôtre. Et c'est perturbant parce qu'on se dit, mais en fait, déjà, j'aimerais potentiellement avoir leur vie. Mais en plus de cela, on se dit aussi, mais on ne se comprend pas, en fait. Il y a effectivement un mur, une scission. Et la scission a toujours existé. Elle a toujours existé entre les mondes. Sauf qu'aujourd'hui, elle est visible. C'est propre du numérique. Il rend tout accessible et donc tout visible. Et donc aujourd'hui, on subit de plein fouet, en fait, cette hétérogénéité sociale qui rend le rapport social et la vie en société pas impossible, mais difficile. Vous touchez là à un point essentiel en parlant de confiance. L'effondrement de la confiance interpersonnelle, qui a eu lieu ces dernières décennies en France, aux États-Unis également, fait que nous basculons dans autre chose, et nous basculons plutôt non plus dans de la confiance interpersonnelle, qui pouvait être étouffante dans le contexte du village évidemment, mais là nous basculons dans la surveillance. Et ça fera lien avec un sujet que je voulais évoquer avec vous, qui est, je dirais, la psyché de l'influenceur ou du youtubeur. Vous avez parlé de Thibaut InShape, de Squeezie, on pourrait parler de McFly et Carlito, etc. Bien sûr. Ce qui me fascine avec ces gens, notamment McFly et Carlito, c'est que quand ils vivent quelque chose, on a le sentiment, et c'est un peu leur marque de fabrique, qu'à tout moment, quelqu'un pourrait sortir un téléphone pour le filmer et en faire une story qui partirait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de manger un café, boire un café, C'est mieux. et il y a l'autre qui se ramène en disant je vais mettre de l'eau pétillante dans la cafetière, on va voir ce que ça fait, et il doit réagir en temps réel. Et donc tout est potentiellement filmé. Et pour eux, filmer, ça veut dire diffuser à des millions de personnes par la suite. Ouais. Qu'est-ce que ça fait à la psyché d'être systématiquement sur une espèce d'extraversion au cube et pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le fond, nous sommes tous un peu des influenceurs en puissance aujourd'hui. Et donc ce que l'on verrait de façon caricaturale et radicale dans leur psyché serait... ça permettrait d'illustrer des tendances qui sont propres chez nous. Et je vais vous laisser répondre, mais un point sur ça qui me paraît intéressant, c'est que justement, si vous voulez faire peur à quelqu'un, vous créez 3 faux comptes et vous l'insultez sur un truc qu'il a fait. Et ça veut rien dire 3 comptes, en l'occurrence là ils sont faux. Mais d'un seul coup,
c'est une critique, et la prochaine fois qu'il va faire telle ou telle chose, il sait que dans son esprit, il existe une porte dans laquelle il y a des gens qui vont lui crier dessus parce qu'il a dit ça, ça et ça. Et donc, c'est là où ça rejoint plutôt votre thèse de conformisation. Oui. Vous prenez le chemin de moindre résistance, vous prenez le chemin où vous ferez le moins engueuler numériquement, même si c'est complètement injuste, et ça donne, là ça rejoint encore votre thèse, plutôt LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn, vous avez forcément votre nom, il n'y a pas de pseudonymat. C'est vrai. Toute insulte vous va droit au cœur, et donc vous avez des contenus très, très lissables, des CV polis, des appels à la disruption très normalisés, on va dire. C'est Donc, oui. l'anticonformisme du conformisme de l'époque. Et donc l'extraversion, et vous le dites à un moment, notamment sur les enfants surexposés aux réseaux sociaux dans leur jeunesse, sont plus conformistes ou anxieux Hypersensible au retour des pairs. Et ça revient à ce qu'on disait sur les pairs. Oui. L'extraversion maximale favorise un conformisme Oui. et une immense peur du qu'en dira-t-on, Oui. qui a toujours existé, mais qui là est magnifié fois 1000, parce que le qu'en dira-t-on pourrait concerner la Terre entière du jour au lendemain. C'est ça. Ce qui existe ici, c'est ce qu'on appelle le potentiel du buzz. En fait, on sait pertinemment que même si notre compte, il a genre 100 abonnés, même s'il est souvent peu suivi, on sait que même si on n'a quasiment que des amis ou de la famille qui nous suivent, on sait qu'il y a ce risque-là, que le contenu dépasse complètement les frontières du cercle qu'on avait prescrit. Et donc, ce potentiel du buzz crée le risque, effectivement, de retour négatif. Et l'individu en a conscience lorsqu'il publie. Et donc, il va forcément venir conformer, aseptiser son contenu, afin de résister au risque du buzz. Et donc, c'est le risque, finalement, de tollé, en fait, qui existe, qui fait peur à l'individu et qui le tétanise et l'amène vers un contenu qui est beaucoup plus conforme. Et pour revenir, du coup, ici, aux influenceurs, lorsqu'on regarde les profils des influenceurs les plus suivis en France, notamment sur YouTube, ce qui est intéressant avec leur profil, c'est que ce sont des gens qui sont très sympathiques. Ils renvoient bien souvent, à part pour des personnes qui forcément, généralement, ils renvoient une image qui est très positive parce qu'en fait, ils sont assez souples sur le plan social. Oui. Ils savent s'adapter à différentes situations. Ils savent toujours avoir un sourire ravissant au visage. Ils savent constamment avoir les mots qu'il faut et jamais des mots trop difficiles, toujours un peu aseptisés, un petit peu lissés, pour pas, disons, pas créer de polémiques, et Dieu sait qu'ils en vivent, des polémiques, ces personnes-là. Donc, ils font vraiment attention à ce qu'ils disent, et ce sont des gens qui ont un capital sympathie par leur expressivité, qui est dantesque. Ce sont des gens qui, justement, se font reconnaître par leur travail, évidemment, par leur régularité, mais aussi parce qu'ils arrivent à incarner quelque chose auquel les individus s'identifient très aisément. Et c'est parce que, du coup, ils ont cette forme d'homme universel en eux, qu'ils sont si appréciables, si agréables, et que tout le monde peut les suivre. Mais pour eux, donc, ça induit une seule chose, ça induit de constamment maintenir ce filtre qui laisse bien dans la norme. Et qu'on regarde Thibaut InShape ou même Squeezie, ce sont des gens qui sont agréables à écouter, à regarder, qui savent plus ou moins à chaque fois dans différents contextes avoir les bonnes répliques. Pour Squeezie, ça va être avec le monde du show business dans ses différents formats qu'il met en œuvre. Pour Thibaut InShape, ça va être avec différents corps de métier qu'il va rencontrer, le boulanger, le pompier, etc., le militaire. Et à chaque fois, on va les voir un peu interagir avec une grande facilité, une grande souplesse. Et un enthousiasme débordant. Très joué, quoi. Oui. Très joué, mais... Donc, qui est sans doute sincère, mais qui manifestement est nécessaire pour que ça marche. Nécessaire. Les deux à la fois, en fait, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il faut dire ils ont déjà leurs propres affects, mais aussi ils ont à tel point intériorisé aussi leur fonction, leur métier, que dès qu'il y a une caméra qui se pose sur eux, effectivement, ils surjouent cela. Et le risque, c'est que même en dehors de la caméra, ils continuent à agir plus ou moins ainsi, parce qu'ils savent eux aussi que du coup le potentiel du buzz existe en dehors du cadre. Et en fait, c'est là en fait, que le bas blesse, c'est-à-dire qu'avec le numérique, les smartphones, tout peut être filmé, tout peut être retranscrit. Et donc, ça induit un monde de la peur permanente, de la peur en fait de la visibilité à outrance. Et ça, forcément, ça induit un énorme biais par rapport au conformisme social qui est important. Et je crois que c'est Hannah Arendt qui disait d'ailleurs qu'une vie passée constamment de manière visible, en superficie, est une vie qui est condamnée à la superficialité. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas creuser lorsqu'on est constamment soumis au regard d'autrui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui nous différencie d'autrui, c'est la pensée qu'on va réussir à ingérer, qu'on va former en nous, et qui va nous donner des idées, nous donner des façons d'être et de vivre qui vont différer. Et la pensée, en fait, c'est ce qu'Hannah Arendt expliquait, c'est-à-dire que c'est avant tout un dialogue entre soi et soi-même. Mais un dialogue quand même. Donc il faut pouvoir parler, en fait, entre nous-mêmes. Lorsqu'on est constamment en proie à autrui, on n'a pas forcément le temps, ni l'énergie, ni la capacité à pouvoir venir en soi et se dire mais c'était comment cet entretien ? J'en pense quoi en fait ? Et après tu reviens dessus. Et en fait avec le numérique qui nous happe en permanence, la pensée disparaît. Et la pensée, c'est aussi, c'est ce que disait le philosophe Alain, c'est que la pensée c'est dire non.
Lorsqu'on ne sait plus dire non, eh bien, on se laisse happer par le groupe et on disparaît en fait en tant qu'individualité. Donc là où le numérique promeut l'individualité, on voit cette dernière disparaître par l'incapacité à penser. Parce que le temps nous manque, l'énergie nous manque, et la capacité à se parler à soi-même, et pas seulement à l'altérité, disparaît aussi. La capacité à disparaître Ouais. nous manque en quelque sorte. C'est Enfin, ça, au sens oui, où c'est ça, oui. une vraie disparition, ça veut bien disparaître sur son smartphone, parce que là Oui. on est encore dans l'extériorité et dans le regard Tout social. à fait. Mais Claude Habib, dans son dernier ouvrage Le privé n'est pas politique, avait une très belle analyse là-dessus en disant tout ce qui a besoin de naître doit d'abord être protégé en quelque sorte. Donc c'est la métaphore évidemment de l'enfant qui commence Tout à fait. par être invisible aux yeux du monde pendant 9 mois, avant d'après d'éclore et d'émerger avec fracas, mais qui d'abord disparaît. Et Oui. pour un livre, c'est pareil. C'est-à-dire que j'imagine que votre ouvrage, vous ne l'avez pas écrit avec les réseaux sociaux à côté de vous en permanence, Non. sinon vous ne l'auriez pas écrit. Et en tout cas, ça nécessite une disparition, Oui, c'est ça. un labeur dans la durée, un secret en quelque sorte. Enfin, il y a quelque chose on s'enferme quand même dans une chambre, on disparaît aux yeux du monde, et ensuite on réapparaît avec des nouvelles. Et ça fait lien également avec l'incompatibilité fondamentale entre, je dirais, la notification et la civilisation. Parce que la civilisation, ça implique de travailler quelque chose dans la durée. Oui. La notification, c'est ce qui vient rompre l'attention. Oui. Vous parlez de fragmentation de l'attention. Ça vient vous sortir de ce que vous étiez en train de faire. Oui. Absolument rien de grand n'a été fait sans, je dirais, une concentration dans la durée Oui. et dans le silence. C'est-à-dire que vous prenez les Beatles, c'est pas juste une improvisation sympathique, c'est des gens qui ont travaillé un domaine, en l'occurrence initialement le rock and roll, pendant des années, dans la durée, et c'est pas des gens qui étaient toujours un peu flottants, ils passaient des dizaines d'heures par semaine dans le studio pour travailler. Là c'est pareil, vous travaillez quelque chose dans la durée, et ensuite peut en sortir quelque chose d'exceptionnel. Mais le côté un peu flottant qu'on a aujourd'hui, d'être en train de faire trois choses à la fois, en live stream, quand d'autres nous regardent, là aussi, la psyché du streamer me fascinerait. Ils sont là, et des gens qui commentent en temps réel tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qui reste dans le cerveau après ça? L'incapacité à travailler dans la durée quelque chose qui va devenir la marque de notre génération notifiée me terrifie pour la suite, parce que des cathédrales se sont construites sur des siècles. Que va-t-on construire sur 6 secondes? C'est assez intéressant, il y a le baromètre du numérique de 2022 qui est paru, et il montrait que 70% des personnes durant les temps morts utilisaient leur téléphone pour pas avoir pour tromper l'ennui en fait. La mort des temps morts. La mort des temps morts, effectivement. Il faut savoir qu'en 2015-2014 environ, c'était 40%. Ouais. C'est un bond qui est immense. Un bond qui est, bon, le confinement a dû amplifier la chose, mais c'est un bond qui demeure immense. Donc en fait, on devient totalement intolérant à l'absence de l'écran. Et j'irai même plus loin, on devient intolérant à la solitude, du moins à fantasmer. Parce qu'en vérité, le lien social de l'écran est un lien assez factice. On en parlera peut-être après, mais c'est un lien qui n'est pas très réel. Donc on devient tolérant à la solitude, et donc on vient se réfugier constamment dans l'écran pour être hyper stimulé au quotidien. Et effectivement, lorsqu'on détruit le temps mort, lorsqu'on détruit le temps long, on détruit aussi le goût de l'effort. Moi, je parle dans mon livre d'anthropologie de l'effort. Mais je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'humanité, pendant longtemps, a appris à différer son plaisir. C'est la parole, dans la Bible, avec l'Évangile, on retrouve ça, avec la parabole des talents. C'est-à-dire que l'idée, c'est que Dieu donne aux hommes des talents, et eux, sur Terre, vont réussir progressivement à les faire fructifier. Et donc ainsi à amener plus encore de richesse au monde, en fait. Donc, l'idée, c'est que le temps long est important pour amener au monde quelque chose. Et l'Évangile a constitué quand même le socle culturel, anthropologique, qui a façonné l'humanité. Les monastères se construisent pendant des siècles et des siècles, eux aussi, et ont été justement construits sur l'idée, en fait, que la culture de la vigne, que toutes les activités industrielles qu'ils ont produites, ont été, en fait, des productions du temps long. Et le temps long, c'est essentiel pour comprendre, en fait, pourquoi, aujourd'hui, on arrive à une société dans laquelle, qu'est-ce qui pourra se faire de grand dans un monde où le temps long disparaît. Et en l'occurrence, malheureusement, le temps long, il est en voie de disparition massive. Oui. Et tout ça sur la prévalence des pairs, PAIRS, la surveillance, la psyché de l'influenceur, pousse à une question que vous abordez dans votre ouvrage, qui est: le numérique peut-il favoriser le totalitarisme? Si oui, pourquoi et comment? À mon sens, oui. Enfin, aujourd'hui, on arrive dans un monde dans lequel
La plupart des référentiels communs, effectivement, ont volé en éclats. Il reste des normes un peu sociales qui surplombent un peu le tout, qui écrasent les gens, mais il n'y a plus vraiment, disons, de socle culturel commun. La nation a été discréditée à travers la Seconde Guerre mondiale. Les religions tombent plus ou moins désuétudes dans les grandes lignes. Donc ce qui se passe, c'est un peu un homme un peu atomisé qui peine à trouver finalement ce sur quoi faire du lien avec ses proches, les concitoyens. Ce monde de la défiance qu'on a mentionné, c'est aussi un monde dans lequel donc le risque est plus élevé, dans lequel la violence interpersonnelle est plus élevée aussi, et donc dans lequel il est plus difficile de réguler les rapports sociaux. Avant, il y avait des instances tierces qui avaient cette fonction-là. Il y avait l'Église, il y avait le professeur qui faisait vraiment des cours de morale, littéralement. Les deux instances avaient ce rôle-là. Ces instances-là ont disparu. Donc, on est dans un monde horizontal, dans lequel il n'y a plus d'instances qui permettent de réguler le tout, en fait. Plus d'institutions intermédiaires. C'est ça, intermédiaire, vertical, holistique. On arrive face à ça et on se demande, mais comment est-ce qu'on pourra continuer à faire monde commun sans une autre, en fait, une autre manière, finalement, de se contrôler réciproquement. Et ce qui peut permettre d'agir comme un contrôle, ça va être le numérique. Et je pense, pour ma part, que ça a déjà commencé, ce règne du numérique, qui vient, disons, essayer d'instiller une forme de conformisme ou de normes, malgré donc l'hétérogénéisation croissante de la société. C'est ce que décrivait Michel Foucault avec le panoptique. C'est-à-dire vraiment l'idée qu'il y avait une tour centrale autour d'un cercle de chambres, en fait, dans une prison, et que de la tour centrale, on pouvait voir, en fait, absolument tous les individus présents. Sauf qu'aujourd'hui, le portable permet de voir effectivement tous les gens dans les coursives qui sont en cercle autour de la tour, mais aussi soi-même. On est visible pour chacun, en fait, dans la cour, dans la coursive. Donc ça crée, en fait, un univers dans lequel chacun est visible par chacun, et dans lequel, en fait, on peut aisément venir imposer à l'autre une direction, on peut aisément venir, à travers les commentaires, à travers les likes, à travers une forme de haine qu'on peut aussi exprimer, venir forcer autrui à se conformer à ce que l'on désire, finalement. Et donc, pour moi, Michel Foucault, malheureusement ou heureusement, a vu l'ensemble des instances disciplinaires s'effondrer, l'hôpital psychiatrique, l'école. Il les décrivait comme étant vraiment l'armée, ces instances qui vont conformer l'individu, le mouler. Mais aujourd'hui, en fait, ces instances ayant disparu, Michel Foucault, à mon sens, écrirait un livre pour dire en quoi le numérique, c'est une nouvelle instance de contrôle cybernétique total, en fait. Et ce que je dis ici, c'est pas révolutionnaire. Je veux dire, c'est déjà malheureusement en place en Chine, par exemple, où le système du crédit social fonctionne justement sur la capacité à identifier en fait un comportement à travers l'écran et à venir par la suite, disons, créer une honte sociale à travers cette personne-là qui va être en fait mise en lumière, visibilisée sur les grands écrans en fait au bord des immeubles pour qu'on voit en fait qui est responsable du fait d'avoir, je sais pas, par exemple, traversé la route au feu rouge ou d'avoir été un mauvais payeur pendant trop longtemps. Eh bien, ce système-là va permettre en fait de réduire l'accès, par exemple, aux consommateurs chinois au crédit, va créer un système de honte sociale, va rendre plus difficile l'accès aux crèches et aux services du Parti communiste chinois. Donc, c'est en fait tout un ensemble en fait, de normes qui sont imposées par un contrôle cybernétique de la masse qui est du coup ici appuyé par l'État. Et je pense que en fait, le risque pour l'Occident, et pour lequel nous sommes encore protégés grâce à ce terreau libéral dans lequel nous vivons, c'est qu'effectivement l'État vienne vraiment mettre la main sur les réseaux pour s'assurer en fait une société qui demeure gouvernable. Parce que le risque pour nous aujourd'hui, c'est l'éclatement, c'est l'archipel en fait. Et donc pour s'assurer que l'archipel n'éclate pas, le numérique peut être un outil essentiel, mais il impliquerait alors pour cela que l'État puisse contrôler plus ou moins ce qui en ressort. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et c'est là où l'analyse que j'ai essayé d'esquisser tout à l'heure entre l'horizontal et le vertical pourrait nous aider, qui est que si on prend l'état de nature hobbesien, on n'a pas de principe vertical commun. C'est-à-dire que c'est la survie, c'est la guerre de tous contre tous, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Et justement, c'est parce que les billes veulent s'évader du sac qu'il faut une main ferme pour les tenir ensemble. Et donc, c'est cet état d'impuissance collective qui sécrète l'état tout-puissant, en quelque sorte. Et on a vu un peu la même chose avoir lieu avec Internet. C'est-à-dire qu'Internet arrive, le numérique arrive, et il y a une espèce de monde sans foi ni loi, et donc dans notre perception initiale, notamment les médias étaient fascinés par Twitter à l'époque des printemps arabes, aujourd'hui ils le sont un peu moins, bizarrement. C'était immense liberté, vent de liberté qui souffle, etc. Et qu'est-ce que ça a donné dans la durée, cette horizontalité pure et parfaite sans foi ni loi? Des monopoles, les gens font remarquer que, je ne sais plus, 95% du trafic Internet passe par Google, des grosses monopolisations qui arrivent, du conformisme, et également
dans un second temps, de la censure. Alors, Musk a racheté Twitter et a essayé de retirer la censure mise en place, mais globalement, ça reste une tendance lourde. Ça reste une tendance lourde où l'État vient censurer. Et évidemment, on peut déplorer cette intervention étatique, mais néanmoins, il me semble qu'il y a un effet de yo-yo, en quelque sorte, où plus vous poussez loin cette espèce d'aspect sans normes communes, eh bien vous finissez par avoir une verticalité étouffante. Il y a ça, vous parlez de la Bible, on peut citer l'Exode, on avait parlé de ça quand on avait reçu Rémi Brague ici, qui a fait votre préface d'ailleurs. Oui. Très belle préface. Dans le livre de l'Exode, on a une première étape où on est sous le joug du pharaon. Donc là, c'est hyper vertical, c'est étouffant, il y a un dictateur autoritaire dans notre langage contemporain qui étouffe. Et la deuxième étape, c'est le peuple juif s'évade, va dans le désert. Et dans le désert, c'est-à-dire le désert, c'est aujourd'hui le numérique, c'est un endroit sans foi ni loi, on n'a pas de normes communes, on n'a pas de règles étouffantes, et on est enfin libre. Et ce que l'Exode met en exergue, c'est que c'est pas la dernière étape de la liberté, qui est une synthèse un peu entre les deux, où on a des normes communes, donc une forme de verticalité et une forme d'horizontalité. Le moment où il y a la plus grande nostalgie du pharaon, c'est-à-dire de l'autoritarisme, c'est quand ils sont dans le désert. Où là, ils disent les marmites de viande du pharaon, c'était quand même pas si mal, on mangeait mieux à l'époque. Et... Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le moment où vous avez une plus grande nostalgie ou fascination pour l'autoritarisme, c'est le moment où vous êtes isolé. Arendt sur le totalitarisme parle beaucoup de ça, la désolation, solitude et désolation. C'est à ce moment-là que vous avez un tel manque de lien social, une telle soif de verticalité, que vous êtes prêt à mettre tous vos œufs dans le même panier et à sécréter une société dans laquelle il n'y a plus aucune forme de liberté parce que la solitude, ça fait quand même mal. Oui. Mais c'est vraiment cela. Donc là, on peut revenir du coup à la question du lien social avec le numérique. Oui. Et c'est un point important, c'est-à-dire que le numérique, pendant longtemps, a donné l'illusion qu'on pouvait enfin être interconnecté avec le monde entier. Donc c'était un formidable moyen finalement de communication interculturelle, de création de liens planétaires, d'une démocratie planétaire pour les plus ambitieux. Enfin, c'était vraiment cela quand même l'idéologie de l'époque, quoi. C'était vraiment que le numérique, c'était une utopie de substitution qui allait pouvoir, disons, redonner au monde finalement un idéal porteur après les grandes guerres, après disons, l'effondrement de tous les mythes passés. Il y a vraiment eu ça pendant longtemps, une grande naïveté en fait de l'homme. Michel Serres, l'académicien, a écrit un livre là-dessus, c'est Petite Poussette. Donc c'est vraiment l'enfant avec son pouce qui contrôle le monde désormais, qui a une mémoire différente de ses aïeuls et qui enfin, disons, va pouvoir comprendre les choses, raisonner, sans avoir besoin d'apprendre, d'assimiler, d'ingérer avec un entonnoir en fait des connaissances infinies. Donc vraiment, c'est l'utopie en fait d'un monde dans lequel l'individu, l'homme, se réinvente une anthropologie nouvelle en fait qui pourrait se créer. Malheureusement, l'anthropologie qui arrive, on en a parlé, elle n'est pas forcément aussi réjouissante que ce qu'on aimerait qu'elle soit. Et en l'occurrence, il y a eu un pointeur là-dessus. Et effectivement, le lien social, c'est un des grands persécutés en fait du numérique, c'est-à-dire que prime abord, on pouvait se dire ça va, j'ai Facebook, j'ai Twitter, les gens envoient des messages. J'ai 350 amis. 350 amis, c'est génial. Et pour les plus âgés, en plus, c'est vraiment révolutionnaire. Ouais. Et qui plus est, en plus, je reçois plein de notifications pour mon anniversaire pour me dire mais bravo, enfin félicitations, t'as 28 ans, t'as 30 ans, t'as 35 ans, bref, c'est génial, quoi. Les gens pensent à moi, c'est super, ils ont reçu une notification, ils pensent à moi. C'est bien, sauf que ça reste un rapport humain simplifié, un rapport humain de facilité, un rapport humain en fait qui n'a pas d'effort à fournir. Lorsqu'on est dans le lien numérique, c'est un lien qui est aisé parce que le numérique fait en sorte de créer l'interaction. Mais lorsque on se voit en dehors du monde numérique, il y a un effort immense à faire. Il y a à se déplacer, il y a parfois payer le verre, mais surtout, il y a supporter le regard de l'autre. Il y a supporter la friction avec l'autre parce qu'on peut dire une chose qui va le déplaire. Et tout ça dans le numérique, on peut réussir plus ou moins à l'aseptiser, on peut réussir plus ou moins, avec pas sur Twitter non, mais les gens par exemple auxquels on tient sur Instagram, sur Facebook, on fait en sorte de faire attention à ce qu'on dit. Et en fait, c'est un lien qui est aisé, un lien qui est facile, un lien qui est friable. Oui. Et c'est parce que ce lien est friable qu'on a l'illusion en fait d'être entouré. Mais malgré tout, lorsqu'on regarde les études, les jeunes se sentent très seuls. La solitude, c'est un des grands fléaux modernes, enfin contemporains. Et la question, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, le numérique crée l'illusion de l'entourage, ne donne pas donc l'impératif de sortir de chez soi pour voir des gens, mais pour autant, ça reste une illusion, et qu'on le veuille ou non, le cerveau en a conscience in fine. Oui. Et sur ça, quelque chose qui m'amuse beaucoup dans notre génération, c'est que c'est la génération donc, d'une atomisation sociale et d'une solitude extraordinaire, donc d'une distance entre les gens. Oui. Et pour autant, c'est la génération qui se tutoie massivement, qui implique une sorte de proximité, mais il y a une espèce de mensonge. La génération du tutoiement, c'est celle qui n'a aucune proximité avec les autres. Au moment où nous tournons cette émission, il y a eu également Mark Zuckerberg, là récemment, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, qui déclarait « Les Américains ont en moyenne 3 amis, ils en désireraient 15, donc en gros Facebook va créer des IA affectives, amicales. Alors, il y a déjà des gens qui commencent à raconter leur journée à ChatGPT en rentrant chez eux. Et donc ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que le réseau social
fonctionne parce qu'elle capte, comme tout ce qui fonctionne, une part de notre nature humaine qui est le désir Oui. de sociabilité, Tout à fait. mais l'assèche ou en Oui. gros répondent à une véritable demande avec un poison en quelque sorte. Voilà, Oui. quelque chose qui isole et qui a l'effet inverse. Donc c'est un peu le principe de l'eau salée, c'est-à-dire plus on en boit, plus on a soif. Et il y a un peu ça avec les réseaux sociaux qui est, ça vient nourrir, enfin ça vient d'un désir de sociabilité, mais ça ne vient pas fondamentalement y répondre, ça vient exciter un désir qu'elle n'est pas capable d'assouvir. Tout à fait. Et donc c'est un mécanisme addictif classique. Mais Quoi. c'est tout le problème, c'est-à-dire que le numérique crée une projection fantasmée. Fantasmée parce que en dehors du réel. Parce qu'en fait, impossible dans les frontières du monde physique que nous avons aujourd'hui. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, un être humain, selon l'anthropologie, ou même sciences cognitives d'ailleurs, ne peut créer de lien qu'avec au maximum 150 personnes. Ça veut dire qu'en fait, le numérique, Facebook et les 1000 amis qu'on peut avoir, créent une illusion qu'il est possible d'être plus entouré que ce que peut supporter le cerveau humain. Or, des liens de confiance, en fait, ça peut être créé qu'avec un nombre limité d'individus. C'est pas possible autrement. Donc, on a une projection qui est hypertrophiée par rapport à ce que la réalité peut satisfaire, et on fait ainsi sombrer l'individu dans un malheur constant parce qu'il y a une frustration permanente entre le fantasme créé par le numérique, donc ici du coup l'illusion de sociabilité indéfinie, et la réalité du terrain, c'est-à-dire en fait une franche solitude et une insatisfaction par rapport aux rapports sociaux qu'on entretient en fait dans le monde réel, parce que ce monde réel en fait ne correspond pas à l'attente que crée le numérique. Vous voulez entendre un mensonge en 2 mots? Cher réseau. Qui est ce qu'on entend Cher tout le temps réseau. sur LinkedIn. Ouais. Alors, on a reçu ici récemment Laetitia Strauss-Bonhart, qui a beaucoup fait pour traduire et diffuser la pensée de Roger Scruton en France. Et il y avait une analyse de Scruton qui était particulièrement intéressante sur ça, qui était dans un contexte d'un appel où j'appelle un ami, son existence à mes yeux dépend de mon bon vouloir. C'est-à-dire que je peux le faire disparaître quand je veux. Oui. Alors que quand on se voit physiquement, c'est plus compliqué. Ah ouais. Je peux essayer de partir en courant, mais Ouais, ça va se voir. ça va se voir. Tandis que là, il y a sa présence dépend de mon bon vouloir, comme un roi jadis ferait venir un sujet. Et donc il y a forcément, il n'y a pas le même rapport. Et là-dedans, je voulais citer un passage de votre ouvrage où vous distinguiez, et ça m'intéresse forcément beaucoup, la différence entre communiquer et converser. Rémi Braque, dans une conférence, faisait remarquer que pour conserver, il faut converser, et s'amuser de la polysémie des 2 mots, enfin de la similitude. Et vous dites, communiquer peut se réduire à un échange superficiel d'informations, converser ne le peut pas. La conversation implique un véritable engagement émotionnel, une présence à l'autre. Nous ne sommes pas vraiment regardés par celui qui nous répond à l'autre bout sur son propre téléphone. Nous vivons dans 2 mondes séparément. Si la conversation reste dans les mémoires, la communication, elle, s'envole. Et sur la page d'après, vous avez une très belle phrase qui est « Ce qui est peu vécu est aussi peu mémorable ». Ouais. Et j'espère que vous vous souviendrez de cette conversation. J'espère aussi. Il faut quand même conclure un peu, même si je lutte contre mes penchants pour poursuivre pendant 4 heures cette conversation. Y a-t-il un ouvrage, Baptiste de Tombe, que vous auriez aimé avoir lu plus tôt? Oui. Donc il y en a des. Déjà, je pense qu'il y a une époque dans laquelle on ne peut pas forcément tout lire. Oui. J'ai remarqué que souvent il y avait une concordance entre la maturité intellectuelle et culturelle que nous avions et le livre qui tombe entre nos mains. Et que parfois un livre tombe trop tôt entre nos mains, et c'est malheureux. Mais il y a bien un livre, effectivement, dont je me suis dit, ça aurait pu me faire grandir plus rapidement en maturité intellectuelle. C'est le livre de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous. Ce livre-là, en fait, il vient mettre complètement dos à dos différents régimes. Le communisme, le fascisme, le nazisme et la démocratie libérale. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que malgré l'illusion du caractère révolutionnaire en fait, qu'a voulu instiller le communisme, malgré l'illusion du caractère révolutionnaire qu'a voulu instiller le fascisme, à chaque fois, il y a en fait une continuité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont servir une chose qui est la civilisation technicienne et productive. C'est vrai qu'on y repense, l'URSS a fait continuer finalement une industrie manufacturière très importante et souvent d'armement aussi très lourde, qui a continué ce qu'aurait fait un système capitaliste, mais simplement en mettant du coup dans les mains de l'État les outils de production. Et l'URSS avait des KPIs. En plus, Ouais. Des plans chiffrés à atteindre, complètement. fascination pour la quantité et la production. Du chiffre, en fait, c'est Ouais. ça. Et la démocratie libérale, en soi, suit aussi ce but-là d'accumulation perpétuelle. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'un véritable mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement qui veut lutter contre le sens téléologique de l'histoire. C'est un mouvement qui veut dire le déterminisme que nous vivons aujourd'hui au XXe siècle n'est pas un déterminisme auquel nous devons nous laisser prendre. Il faut savoir résister, se lever et le contester. Et ça, c'est assez magnifique parce que là, on comprend en fait qu'en fait, bien souvent, comme pour l'individualisation, il y a une illusion de révolution, il y a une illusion d'individualité, mais qu'à chaque fois, en fait, on retombe sur une continuation de ce qui préexistait.
et une incapacité vraiment à révolutionner ces choses-là. Et donc, en mettant le doigt de tout ça, c'était assez intéressant de voir, en fait, effectivement, il y a peut-être une autre voie qui existe et qui est plus porteuse. Et en l'occurrence, eux, ils font la promotion du personnalisme, donc voilà, le retour à l'individu comme, enfin, à la personne plutôt comme échelle, en fait, de la vie politique et sociale. Un projet qui reste assez utopique, mais au moins qui explique l'arnaque ou l'illusion que peuvent générer ces différents régimes. Et au-delà de ça, l'autre chose qui est intéressante, c'était aussi, du coup, chez Cailloux, les Charbonneau sont plutôt classés à gauche, une forme de, enfin, du moins, ils sont plutôt antiproductivistes, avec des relents marxistes assez importants. Et malgré cela, ce qu'ils critiquent, c'est le progrès. Parce qu'en fait, le progrès, c'est quoi? C'est l'usine, en fait. C'est aussi ce qui vient aliéner l'individu. Et selon eux, en fait, le socialiste, en premier recours, c'est opposé à l'industrie, c'est opposé au progrès. Le progrès, c'est ce qui a porté en fait l'aliénation. Et donc, pour tout personnaliste, en fait, et socialiste, le progrès est dangereux en ce sens-là. Donc déjà, il y a un premier mythe qui est venu se faire s'effondrer, et qui, du coup, à mon époque, quand j'ai lu, me disait, ah, mais c'est intéressant ça. Et l'autre point, ça a été l'universalité. Il disait, une civilisation abstraite, en l'occurrence technicienne, ne peut pas porter les gens parce qu'il faut en fait un rapport aussi charnel, palpable à la chose en fait pour pouvoir vraiment être porté, identifié à une chose. Une civilisation qui se voudrait complètement abstraite est forcément amenée à la ruine et ça rejoint tout ce qu'on disait sur le numérique, c'est-à-dire qu'à force de vouloir créer un réseau cybernétique de contrôle, les individus vont ressentir un manquement et d'où du coup la capacité parfois, enfin la tendance à se porter vers l'État, du coup l'institution transcendante, verticale, qui pourrait créer un nouveau commun en fait. Donc à mon sens c'est vraiment un livre porteur à ce niveau-là. Et lorsqu'on lit votre ouvrage, il y a un moment où très gentiment vous nous félicitez d'être en train de lire un ouvrage. Oui. Et de fait, j'ai apprécié ces félicitations qui m'étaient importantes pour continuer le trajet, aussi plaisant soit-il, parce que lorsque vous avez en concurrence soit des choses en noir et blanc qui ne bougent pas, J'entends. ou alors de l'autre côté des choses en toutes les couleurs qui bougent, c'est très difficile. Et donc, merci pour vos félicitations. Pourquoi est-il important, surtout vu de la conversation que l'on va avoir, de lire tout court? J'ai un grand tort, c'est que j'aurais dû féliciter au moins toutes les 15-20 pages, et j'ai fait ça seulement une fois dans l'ouvrage. Mais ils font ça, Jérôme Fourquet, qu'on avait reçu récemment, nous fait remarquer que maintenant, sur les articles en ligne, il précise le nombre de minutes. Donc c'est quasiment en vous tenant la main, en disant, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, allez, plus que 3 minutes. Donc oui, on y vient. Sur la lecture, je pense que ce qui est important à prendre en compte, c'est la capacité à développer une sémantique riche, et plus qu'une sémantique, une compassion universelle, une empathie pour le genre humain et toutes ses expériences de vie en fait. Lorsqu'on lit, on s'approprie ces expériences, on voyage dans un univers qui est autre. Et en cela, en fait, on apprend progressivement à appréhender le monde tel qu'il est ou tel qu'il pourrait être. Et donc à mon sens, la lecture, c'est un voyage magnifique dans les réalités humaines, dans ses différentes aspérités et porosités. Et c'est assez intéressant parce que du coup, le numérique, la lecture, va permettre de créer ce voyage-là pour l'humain, pour l'humanité. Et on peut bien appréhender le monde que si on dispose du vocabulaire, de la sémantique nécessaire pour pouvoir mettre des mots sur ce que l'on vit. Et donc c'est le but de la lecture, c'est de pouvoir aussi mettre des mots sur chaque objet matériel, sur chaque idée, mais sur chaque expérience aussi. Et donc lorsqu'on n'a pas ces mots-là, on vit un désert de sens, on vit un désert cognitif et une incapacité finalement à pouvoir modeler le monde, le changer, parce qu'il n'est pas nommable. Donc à mon sens, la lecture, elle sert à ça, elle sert à apprendre à nommer les choses, elle sert à apprendre à voyager à travers les êtres, les psychés, et donc à sortir de soi aussi, en fait. La lecture, c'est non seulement un moyen de transformer le monde, mais c'est aussi un moyen d'habiter une existence qui n'est pas forcément la nôtre. Et pour accroître son être, sa consistance, avoir lu est, à mon sens, fondamental. Et quand on vous lit, on a une grande soif, je dirais, de conseils sur comment s'en sortir. Il y a quasiment une soif peut-être d'un dernier chapitre de développement personnel, du style comment l'individu peut, via parfois des applications, parfois c'est la technique qui permet de lutter contre la technique, qui restreignent l'accès aux réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent leur téléphone en noir et blanc pour que ce soit moins addictif. J'ai vu des gens qui avaient une page d'accueil où vous avez que en noir et blanc le titre des applications, même pas le logo. Donc ça, c'est des choses au niveau individuel. Et ensuite, on n'a pas trop parlé, on peut jamais tout faire. Il y a quand même une dynamique intéressante. Je me souviens quand je lisais l'ouvrage de Jonathan Haidt, donc qui a été traduit récemment, Génération anxieuse, qui trouve déjà un bel écho en France. Au début, donc quand il est sorti en anglais, c'était il y a 18 mois. En le lisant, je vois ses solutions à la fin où il proposait de restreindre les réseaux sociaux avant 16 ans. De façon assez restrictive et réaliste, pas juste il faudrait. Il donnait des façons de faire pour que ce soit impossible d'accès aux moins de 16 ans. Il propose, en tant que libéral, des interdictions transnationales de masse.
il propose en tant qu'athée une espèce de retour à la religion commune. C'est quand même pas rien en termes d'humilité, mais aussi d'aveu d'échec. Oui. Et en le lisant, je me souviens de me dire, bon, ça paraît quand même un peu utopique, etc. Mais depuis, sur les 18 derniers mois, il y a quand même eu une grande dynamique, je trouve, occidentale. Complètement. L'Australie a mis en place un certain nombre de ces règles. Au moment où nous tournons cette émission, Gabriel Attal a récemment annoncé qu'il fallait restreindre aux moins de 15 ans les réseaux sociaux. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc je vais vous faire une double question en guise de conclusion. Qu'est-ce que vous pratiquez et vous conseillez de pratiquer au niveau individuel pour limiter l'influence du numérique sur nos vies? Et est-ce que vous êtes, comme moi, relativement optimiste sur, je dirais, des mesures coercitives communes pour restreindre l'emprise du numérique, notamment sur les mineurs? Alors sur le plan individuel, ce que je fais personnellement, c'est déjà, comme je l'ai mentionné, comme le réseau est structurellement fait pour nous aliéner, si on le laisse sur le téléphone, on est quasiment certain en fait d'échouer. On peut mettre un minuteur qu'on va progressivement venir étendre de jour en jour. J'ai essayé. On peut mettre noir et blanc, c'est aussi un bon moyen de prendre la distance par rapport à ça, effectivement. Mais personnellement, je suis allé un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai juste supprimé quasiment tous les réseaux sociaux, sauf ceux qui ne servent qu'exclusivement de messagerie, comme WhatsApp par exemple. Et j'ai mis ces réseaux sociaux-là du coup sur ordinateur. Et ainsi, en fait, quand je veux du coup aller sur un réseau social, il faut que je me déplace, il faut que j'ouvre l'ordinateur, il faut que j'ouvre Google. Et en fait, l'ordinateur ne vous suit pas dans le métro. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller sur Instagram dans le PC. C'est vraiment pas agréable du tout. C'est pas esthétique, c'est pas beau. Lorsqu'on est devant, on n'a qu'une envie, c'est de fuir en fait. Oui. Et moi, j'ai vraiment eu cet effet-là, c'est-à-dire que je m'ennuie très rapidement lorsque je vais sur Instagram sur ordinateur. Tandis que sur téléphone, je pourrais y rester avec les réels et tout, mais des heures. Ouais. Donc, à mon sens, vraiment mettre un endroit qui est fixe, effectivement, pour avoir du portable, mais dans le métro, effectivement, c'est impossible. Dans la rue, c'est impossible. Avec un ami, c'est impossible. Donc, du coup, ça limite grandement en fait l'emprise du virtuel sur nos vies que d'avoir en fait un endroit sur lequel on y va. Donc, on reste connecté, mais en décidant de quand on se connecte. L'autre aspect essentiel, encore une fois, pour préserver son temps, préserver j'ai envie de dire, sa santé intellectuelle, ça va être aussi complètement supprimer les notifications. Bon, à la limite, si on a des messages importants qu'il faut absolument répondre, on laisse pour les SMS. À titre personnel, j'ai quasiment tout supprimé en termes de notifications parce qu'en fait, j'y vais relativement régulièrement pour voir si c'est un message important et cela me suffit. Et à moins d'avoir du coup un téléphone professionnel sur lequel, effectivement, là, il faut que tout soit rapidement visible, à moins d'avoir des urgences, des impératifs familiaux ou autres, à mon sens, il est quand même plutôt intéressant d'au moins de supprimer les notifications dont on sait qu'elles vont nous distraire. Généralement pour les messages importants, mais pas sur Instagram, Twitter, quoi, par exemple. Donc, à mon sens, ça, c'est un point important pour décider du moment où l'on va s'intéresser à une chose. Et maintenant, sur le plan plus politique, effectivement, tout porte à l'espoir. L'intrication croissante des compagnies, industries numériques et du pouvoir establishment américain amène les États à se dire il y a un problème vis-à-vis de ça, de neutralité en l'occurrence. Il y a un risque d'emprise, de soft power en fait, qui croît. Bon, en l'occurrence, c'est un peu tard pour se réveiller, mais c'est bien que ça arrive. Et donc, Elon Musk qui est au Doge, là, auprès de Donald Trump, ça crée du coup cette angoisse, cette peur en fait, de l'emprise finalement américaine. En parallèle de ça, beaucoup d'États ont déjà pris des mesures. Donc, il y a la loi Cendrillon en 2011 en Corée du Sud, par exemple, pour interdire les jeux vidéo de minuit à 6 heures. Donc, bon, ça va, c'est pas non plus trop drastique, mais déjà, c'était un début en 2011 quand même. Bien sûr, bien sûr. La Chine aussi est très drastique en la matière. Et la Chine, c'est intéressant parce qu'en fait, on pourrait se dire, mais ils sont complètement radicaux par rapport à ces questions-là. Ils le sont radicaux. Je veux dire, même TikTok en Chine, du coup, un algorithme différent qui vient promouvoir des contenus qui portent, en l'occurrence, devenir astronaute, ingénieur et tout, etc. Il limite radicalement la quantité et la qualité des sur des choses plus éducatives. Mais en fait, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que quand on regarde le PIB par habitant, en Chine, il est relativement faible par rapport au nombre de smartphones dont dispose chaque individu là-bas. Donc en fait, il y a une emprise du monde numérique qui est immense dans ce pays. Et donc qui est légiférée en notre pays, au-delà du fait qu'il n'y ait pas le terreau libéral qui caractérise l'Occident, c'est pas étonnant du tout, c'est même plutôt logique. Autrement, encore un autre exemple, la Russie avec VK par exemple, donc qui est l'équivalent du Facebook en fait ou du Instagram russe. C'est un moyen aussi en fait d'avoir une emprise nationale, donc étatique, sur des réseaux. Donc là, on va poindre un peu le danger, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une appropriation étatique du réseau social qui peut largement se mouvoir vers une tendance autoritaire. Mais bon, et en France récemment, avec les heurts en Nouvelle-Calédonie, on a eu TikTok qui a quand même été interdit pendant plusieurs semaines, voire mois, du fait du risque d'ingérence via la Chine sur le réseau pour continuer à alimenter l'insurrection en vue d'avoir un contrôle sur les réserves de nickel, notamment importants, que comporte l'île. Donc,
tout porte à croire qu'on peut interdire. Du coup, la France l'a fait déjà pour TikTok en Calédonie, donc pourquoi on ne pourrait pas le faire en France? Donc déjà, on voit qu'on peut interdire, donc c'est possible. Donc le paradigme libéral commence un peu à s'effriter, et on comprend que la liberté n'est possible que si on a un contexte pour qu'elle puisse s'exprimer. Aujourd'hui, un monde dans lequel tout est aliéné, tout est perverti, ne laisse pas en fait libre cours au libre arbitre et à la liberté individuelle. Donc si on est vraiment libéral, on a conscience que l'interdiction, ici paradoxalement, est le meilleur moyen pour arriver à ses fins. Et la déclaration d'Attal, du coup ici, elle est assez intéressante, c'est-à-dire qu'elle montre qu'il y a une véritable ambition qui existe. Après, comme souvent, en France, notamment en Occident en particulier, enfin en Europe du moins, ce qui va être problématique, ça va être le rapport de force qui va être induit avec l'Amérique. À ce sujet-là. En l'occurrence, seulement avec le Digital Services Act au niveau européen qui a été mis en place pour réguler les contenus diffusés sur les réseaux sociaux, on a déjà eu des menaces de rétorsion de la part de Donald Trump via les tarifs, les droits de douane en l'occurrence. Donc on voit qu'en fait même, aujourd'hui, une telle fusion des intérêts numériques et étatiques en Amérique qu'il y a un vrai risque en fait qu'on soit amené à un véritable bras de fer. Donc pour moi, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à ce bras de fer et à ce rapport de force avec l'Amérique pour parvenir à sauver des générations entières du bouleversement anthropologique qui est en cours? C'est passionnant et ça pose la question de mettre en place des régulations sans qu'il y ait, ce que vous décriviez quand même aussi, des manipulations étatiques de l'algorithme. Et donc c'est le risque aussi. Après, c'est pour ça que Jonathan Haidt propose pas mal de mesures qui sont neutres au niveau du contenu, au sens une restriction à partir d'un certain âge. Bon, alors j'encourage tous ceux qui nous écoutent à fermer leur écran. La plupart d'entre eux regardent sur smartphone, puis sur ordinateur, puis sur télévision. Éteignez votre écran, fermez-le. Allez lire notamment Baptiste de Tombe, L'homme démantelé, comment le numérique consume nos existences, avec une belle préface de Rémi Brague. Allez voir des proches, allez manger avec d'autres, sortez de l'écran. Et faites-nous disparaître. Merci beaucoup et à une prochaine fois avec joie. Merci Baptiste de Tombe pour votre disponibilité. Je vous en prie. À une prochaine fois avec plaisir. À une prochaine.